tous et ravi de vous retrouver pour un marathon assez spécial, très attendu sur Reflexer Finance. Euh, J'accueille Guy Fell, qui est Enfin, Guy Fell, je sais même pas comment ça se prononce en vrai, tu me diras. Guillaume, 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 Guillaume. moi, je sais pas si tu veux faire le pseudo ou le nom. Alors, Guillaume, de l'équipe Reflexer, qui est là pour, comme pour tous les marathons, pour nous accompagner, pour apporter des précisions et pour détailler un peu peut-être aussi qu'est-ce qui vient après. Donc merci d'être venu, Guillaume, ça fait plaisir de t'avoir. Bah de rien, c'est cool d'être là avec la communauté DeFi francophone. Yes. Donc on a un assez gros menu, comme d'habitude pour un marathon. Je vous ai mis le plan sur Twitter cette fois-ci, je me suis dit, tant qu'à faire. Et j'ai prévu en gros 5 grosses sections. Donc le contexte de Rail, pour comprendre déjà pourquoi on peut être amené à s'intéresser à un truc pareil. Euh, le comment de Rail, donc c'est-à-dire concrètement en tant qu'utilisateur, comment vous allez interagir potentiellement avec ce système. Ensuite, le qu'est-ce. Et il y a une raison pour l'ordre, ne vous en faites pas. Donc le qu'est-ce, concrètement, ok, maintenant vous avez interagi avec ce truc, mais dans les profondeurs, c'est quoi, ça marche comment, qu'est-ce que ça essaie d'accomplir. Et après, on évoluera tranquillement vers FLX et le plan de dégouvernance, donc un peu l'écosystème primaire autour de Rai, disons, et l'écosystème secondaire autour de Rai, qui est comment Rai s'intègre et est utilisé de plein de manières différentes, en fait, et ça augmente de jour en jour en DeFi. Avec peut-être un petit point sur toute la dimension culturelle et religieuse du Monicode. Si Guillaume, il n'a pas trop peur. Donc, bonsoir à tous, content de vous avoir là. Euh, ouais, on va être aussi assez interactif, je pense, du moment que vous restez à peu près, comme les autres marathons, que vous restez à peu près sur le petit champ qu'on essaie de mettre pour garder ça structuré. N'hésitez pas à rajouter quelques questions dans le chat. Mais peut-être, ouais, c'est vrai que j'ai réalisé sur les marathons, je sais même pas si je le faisais sur tous, mais juste pour que les gens te situent, Guillaume, c'est pas trop le style de la chaîne. Alors, on va parler réflexeurs après, t'en fais pas. Mais en une minute ou deux, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais concrètement pour réflexeur? Bah alors, qui je suis? Ben Guillaume. Euh, ouais, j'habite en Suisse. J'ai étudié l'informatique et spécialisé en sécurité informatique. Je suis dans la blockchain depuis que j'ai eu mon diplôme d'université et maintenant ça fait 3 ans. Et ça fait 1 année que je suis avec Reflexer. Et ouais, je fais infra, smart contract, un peu tout, mais surtout sur le côté technique. Top. Ouais, donc ça sera chouette pour rentrer un peu dans les détails, même si bon, on va essayer d'expliquer autant que possible, mais je pense qu'il y a des trucs un peu comme sur Curve, le gamma ou des choses comme ça qui vont devoir. On va expliquer autant que possible, mais je pense pas qu'on arrivera à quelque chose de satisfaisant dans cette vidéo. Euh, mais déjà sur le contexte, là je vais vous faire un petit point rapide juste pour mettre la base. Euh, donc en fait, moi je vois vraiment 3 dimensions au contexte, on en parlait avec 2 minutes avec Guillaume avant de partir en live, qui est vraiment toute la dimension de la dépendance aux monnaies fiduciaires en DeFi, et un angle associé qui est ce qui est en train de se passer actuellement sur les monnaies fiduciaires, toutes les problématiques d'inflation et ainsi de suite. Et après, il y a un autre angle de contexte, je pense, qui est vraiment le problème avec les stablecoins existants, qui ne sont pas des stablecoins centralisés, mais qui ne sont pas non plus des stablecoins inarrêtables et libérés des fiat. Et peut-être aussi tout un contexte historique en DeFi, comme le soulignait Guillaume, puisqu'en fait, Reflexer sort pas de nulle part et en fait s'inscrit dans une logique qui est travaillée depuis des années, on va dire, et qui a réémergé d'une certaine manière sous une nouvelle forme avec Reflexer Finance, mais qui préexistait largement. Euh, donc, je sais pas à quel point tu es calé en économie, Guillaume, parce que moi, je t'avoue que j'ai les bases à cause de la DeFi, mais je suis pas un ouf non plus. Ben c'est clair que moi non plus quoi, mais je veux dire, je connais un peu les bases et ça aide vraiment à comprendre tous ces systèmes crypto-économiques. Mais oui, je suis clairement pas un expert en en central bank policy et tous ces trucs-là. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est peut-être pas l'objet de la chaîne, mais juste pour mettre ce point de contexte-là, on va le mettre comme ça. On va parler en termes qu'on connaît, hein. C'est-à-dire, nous, on fait de la crypto, de la DeFi, on connaît les market cap, les distributions de tokens, ça, on a vu, de M2. Et, euh, et donc, du coup, rien qu'en regardant ces métriques-là, on peut comprendre un peu
le genre de contexte dans lequel on s'inscrit. Et notamment, là, ce que je vous montre, c'est le truc le plus clair, mais ça revient un peu à regarder la market cap du dollar, si vous voulez, une certaine forme de cette market cap. Et le point étant que vous voyez que le supply, en quelques années, il a explosé, mais notamment depuis Covid. Et grosso modo, le chiffre qui sort en fonction de quand est-ce que vous placez le coup près, mais c'est à peu près 30-40% du total circulant du dollar qui aurait été produit sur la dernière année en cours ou au début de la période Covid. Et donc ça, voilà, après on n'est pas, comme on le dit, on n'est pas assez économiste pour vous dire ça, c'est de l'inflation, c'est ci ou c'est ça. Ça, c'est à vous de voir. Mais quand même, on voit des débuts des premières conséquences de ça, et je pense qu'on est vraiment qu'au tout début des conséquences d'un tel changement dans la politique monétaire. Enfin, pas vraiment un changement, mais une telle accélération, disons. Ouais. Euh, Donc ouais, peut-être deux, trois commentaires sur ça. Donc on n'a pas encore expliqué ce que c'est RAI, mais ouais, les problèmes de politique monétaire, c'est intéressant parce qu'au final, c'est des problèmes de gouvernance où il y a des gens qui prennent des décisions de quoi faire avec le dollar derrière des portes fermées un petit peu. Et voilà, donc comme toute gouvernance, c'est sujet à corruption, à des cycles d'élections politiques, et voilà. Et après, certains doivent en payer les conséquences, certains en prennent avantage, et voilà. oui, ça, c'est sûr qu'au final, c'est la même chose, c'est juste que le système de gouvernance n'est pas du tout le même. Bon, après, la nature de la chose, bien sûr, est différente. Mais donc oui, sur l'inflation, moi je pense que c'est important d'avoir ça en tête, et surtout dans le cadre, disons, un peu plus large de ce qui se prépare côté les fameuses CBDC, donc les crypto-monnaies de banque centrale, euh, qui sont envisagées de différentes manières dans de nombreux États, et qui sont pas forcément, disons, alors faut pas les prendre pour ce que c'est pas, quoi. C'est comme ça que je vais le mettre. C'est-à-dire, c'est pas les cryptos qui arrivent mainstream, clairement pas. C'est plutôt En fait, moi, je le décris vraiment comme l'intranet de l'Internet, quoi. C'est-à-dire, on est dans la phase initiale de la décentralisation des échanges de valeurs, où les grandes sociétés ou les grands comptes, disons, reconnaissent l'intérêt de ces technologies, blockchain et tout ça, et ils veulent les utiliser, mais ils refusent de s'adapter au nouvel état d'esprit, qui est aussi, bah, on fait les choses décentralisées, trustless, transparentes, et ainsi de suite. Et du coup, ils font leur sorte de cuisine interne, comme les intranets à l'époque, où il y a un maître à bord sur leur petit réseau. Mais donc voilà, ça c'est pas forcément lié à Rai, mais je pense que dans une longue perspective, c'est un peu, on pourrait dire que Rai c'est un peu la réponse DeFi native à ces choses-là, quoi. C'est-à-dire c'est notre tentative à nous de nous organiser avec nos outils à nous pour créer une unité stable, un outil d'échange de valeur qui est reconnu et surtout qui est autonome. Mais on y viendra. Euh, alors, pour aller progressivement plus vers les cryptos, puisque c'est quand même le sujet aujourd'hui, vous le savez sans doute, il y a plein de stablecoins en DeFi, très très nombreux. Vous connaissez USDC, USDT. Ceux-là, on ne va pas refaire le chapitre sur leur centralisation, je pense que vous l'avez compris. Si ce n'est pas le cas, lisez mon blog ou googlez USDC centralisé, je pense que vous devriez avoir quelques réponses. Euh, mais du coup, un autre point peut-être à bien comprendre, c'est aussi les autres. Il y a quelques actifs qui ont beaucoup d'engouement en ce moment, et parfois on s'imagine aussi qu'ils sont inarrêtables ou des choses comme ça, et c'est loin d'être le cas. Donc je veux juste clarifier aussi que, par exemple, les choses comme le mime d'Abracadabra, c'est un projet utile, ça apporte des choses pertinentes en DeFi, mais alors par contre, il n'y a aucun gain en termes de résistance, de résilience. C'est-à-dire que c'est même pire que DAI, le mime, si on veut être honnête. Et ça, c'est un point important à comprendre. Et juste donc pour conclure là-dessus, parce que ça va vous donner des éléments, pourquoi c'est pire que le DAI? Déjà parce qu'en termes de la structure du mécanisme, le mime est créé par un multisig qui décide combien il en mint, à quel moment, et qui les envoie dans les fameux cold runs. Donc déjà, c'est créé par un comité, disons. Et bon, après, au niveau de qu'est-ce qui collatéralise le mime, vous voyez qu'on se retrouve dans un problème qui est pas aussi mauvais que DAI, hein, pour être honnête, mais qui potentiellement peut l'être. Donc pour l'instant, aujourd'hui, c'est essentiellement à 37% de l'Ether chez Yearn, STX, la Sripool CVX, donc du stable, USDC, USDT et DAI, et
la tri-crypto CVX, donc BTC, USDT et ETH. Et puis, vous voyez, le stake spell lui-même, donc le token de gouvernance, qui fait quand même 7% de la collatéralisation de MIM, ça c'est pas ouf non plus, et des trucs un peu plus dégènes et risqués comme HOM, qui sont quand même aussi 6% du collatéral de MIM. Donc, en termes de stabilité de prix, c'est une chose, mais pensez aussi en termes de est-ce que ces collatérales sont censorables? On a quand même un bon tiers facile si tu comptes tous les USDC, USDT qu'il y a là-dedans. Ah, pardon, vous voyez, ouais, le graphe est pas grand, mais sinon, attends, je vais vous mettre le lien dans le chat, parce que ça, c'est interactif, c'est bien fait. Ça vous permettra de voir vous-même. Hop là. Hum, donc, ouais, on va pas parler de mime ce soir, mais c'était juste pour vous donner le contexte là-dessus, euh, et bien situer en fait la discussion, quoi. Moi, je mets mime plus dans un outil de leverage en DeFi et un outil de yield farming. Rail, réflexeur, c'est un actif stable, une nouvelle primitive. C'est pas la même discussion du tout. Voilà comment mettre les choses clairement dans mon esprit en tout cas. Donc ouais, je sais pas si tu veux rajouter des choses là-dessus, Guillaume. Désolé, c'est un peu une longue intro. Pas de souci, pas de souci. Ouais, non, j'apprends des choses aussi. Je suis pas super familier avec Mime, donc je vais pas commenter là-dessus. Mais ouais, c'est clair que les objectifs ont l'air assez différents. Mime, ça a l'air plutôt, ils ont l'air plutôt de se concentrer sur le lending, borrowing and leverage side, alors que nous, on peut aussi faire ça, mais moins d'hygiène, avec que de l'Ether et ouais, voilà. Oui, c'est ça, tu peux leverage is avec Rai, hein. Là-dessus, les deux protocoles se rejoignent un peu, mais c'est quand même un peu plus natif de Abracadabra de permettre ce genre de choses. Et c'est aussi toute l'idée de vous permettre d'emprunter à partir d'actifs qui sont déjà productifs. C'est un peu le concept de base. Et allez, pour finir là-dessus, quand on est exhaustif sur tout le contexte, euh, il y a un autre point que je vous réexplique vite fait, mais vous le trouvez dans l'article Réflexeur si vous voulez tout le détail. C'est toute cette notion de wrap USDC. C'est-à-dire là, on a parlé de MIME, donc voilà, on a mis en place le contexte, mais même d'autres projets comme Maker ou Frax euh, connaissent des limites au final assez similaires, sauf que eux, ils sont un peu plus addicts à un token en particulier, qui est l'USDC, et du coup, ça pose de sérieuses questions, de sérieux problèmes au niveau de la résilience et de la censurabilité du système. Euh, voilà, vous connaissez la thématique de Baker, je ne sais plus le chiffre actuel aujourd'hui, mais il doit y avoir encore peut-être 50% de tous les DAI qui sont backés par de l'USDC, ce qui veut dire que grosso modo, si Circle un jour, pour une raison X ou Y, décide de faire quelque chose sur ces USDC, DAI égale 0,5 dollars du jour au lendemain. C'est pas ouf pour un stablecoin. Euh, donc voilà. Et allez, dernier point de contexte, je vous disais, il y avait trois. Le dernier, c'est donc, premier point, comprendre le contexte sur les fiat, l'économie, tout ça. Le deuxième point, c'est comprendre l'offre de stablecoin disponible à l'heure d'aujourd'hui et savoir la juger à sa juste valeur, disons. Et du coup, une partie de ça, maintenant qu'on a fait la critique des limites, disons, soulignons quand même les bons points aussi, parce qu'il y en a quelques-uns. Et vous m'avez notamment entendu parler de Liquidity, probablement plusieurs fois, avec le fameux USD, parce que lui, justement, bien qu'il reste complètement dépendant du dollar, puisque pégé à celui-ci, il résout un point important aussi, qui est le problème de la censurabilité du mécanisme qui permet l'existence du stablecoin lui-même. Et là, en l'occurrence, sur l'equity, on est sur un mécanisme sans gouvernance et donc absolument inarrêtable. Et c'est aussi un point au final où Reflexer et l'equity se rejoignent, en tout cas à long terme, puisque pour l'instant, dû à la nature innovante de Reflexer, c'était pas possible de lancer en ingouvernable, puisqu'il y a des modifications à faire, il y a des ajustements à faire, c'est un système un peu vivant qui évolue. Mais ça fait quand même partie de la vision à long terme de minimiser et déléguer au plus possible à la communauté ces décisions-là. Bah donc vas-y, Guillaume, je crois qu'on va y aller tranquillement. Alors, maintenant vous êtes prêts pour le gospel. Donc, bah, je crois qu'on peut se lancer tranquille. Donc, juste dans la perspective d'un utilisateur, vraiment, déjà, comment on va créer du rail. Euh, donc, on vous l'expliquait en intro, peut-être on l'a mentionné déjà, mais c'est un fork Maker MCD. Euh, et donc, en termes de création du stablecoin, euh,
on est sur un flux assez similaire où l'utilisateur arrive, ouvre un safe, dépose des Ethers, et en fonction de la quantité d'Ethers déposés, peut minter et donc emprunter, il faut être explicite aussi là-dessus, du rail. Et après, à partir de là, il peut faire quantité de choses. Mais déjà, rien que pour arriver à ça, il y a pas mal de choses derrière. Et il y a aussi quelques changements en termes de perspective utilisateur par rapport à Maker. Notamment, moi, une fonction que j'aime assez, qui est le... Alors, il faudrait la mettre à jour avec Uniswap V3, mais c'est le fameux Guardian. Euh, donc, ouais, je sais pas si tu veux nous parler un peu de ça, de minting de rail pour l'utilisateur, comment ça se passe, et en gros, comment Réflexeur aide l'utilisateur à pas se faire liquider. D'accord. Ouais, donc dans le concept, c'est similaire à Maker, hein. Donc, on dépose de l'Ether et c'est exclusivement de l'Ether et on va pas ajouter de nouveaux collatéraux dans le futur. Et donc, on emprunte des rails contre cette position d'Ether. Et c'est la seule manière dont les rails peuvent être créés. Donc, il n'y a pas de concept comme on peut voir dans... Alors, on te perd, Guillaume. Ah, Ah, ok. c'est bon. Attends, non, c'est juste eu un petit H, vas-y. Ok, bah, je vais fermer le Twitch alors, comme ça, Ah, c'est peut-être ça. ça ira peut-être mieux. Ouais, donc j'en étais où? Tu m'as perdu où? Pardon, tu parlais du fait qu'il y a les is en collatéral et ça fait partie de la vision que ça soit exclusif sur is. Ouais, voilà. Au niveau Donc, de- exclusivement Ether et exclusivement des positions qui appartiennent aux utilisateurs. Donc, le protocole ne va pas avoir des rails qui lui appartiennent. Et donc, tous les rails en circulation viennent exclusivement du collatéral des utilisateurs. Et donc, après, pour ton point sur les savers, tu as dit Guardian, mais Ah, pardon, oui. on l'appelle saver. Enfin Je vais bref, faire avoir à chaque fois. c'est bien égal. Donc, c'est quelque chose qu'on a ajouté où on peut déposer. Donc, ça dépend de ce qu'on veut en faire avec ces rails. Par exemple, si tu veux aller LP sur des paires sur Uniswap, eh ben, tu peux après redéposer ces paires dans le système qui vont servir à remettre du collatéral dans ton save si jamais tu te fais liquider. Donc, si tu te fais liquider, le système il va prendre tes shares de LP, les retirer et les ajouter en collatéral. Comme ça, tu ne te fais pas liquider. Ouais, c'est une sorte de garde-fou pour la liquidation, en fait. C'est vrai que c'est très pratique. Ouais. Donc, on veut étendre ça à plein de types de savers différents. Par exemple, maintenant, on n'a que Uniswap V2, on a V3 qui arrive bientôt. Ah, bonne nouvelle. Et idéalement, on aura toute une série de protocoles où tu pourras utiliser ça pour opérer avec des marges plus fines, en fait, être plus près du ratio de liquidation. Ouais, d'accord. Oui, c'est sûr que bah, plus t'as de garantie à ce niveau-là, plus tu peux un peu tirer sur la corde, quoi. Alors, il y a une bonne question de Gatesum dans le chat euh, qui nous demande en fait, on est exclusivement sur is, ok, mais est-ce que c'est envisagé des dérivés d'is productifs comme collatéraux? Alors, on a eu cette discussion avec la communauté de Reflexer et probablement non. Donc, je pense quand on demande ça, on a principalement dans l'idée le staked ETH. Et le principal argument contre ajouter stake ETH, c'est que il y a des compromis en termes de décentralisation. Et on a choisi de la jouer le jeu en mode difficile et de pas compromettre la décentralisation aussi facilement. Et voilà, donc Staked ETH, par exemple, il y a pour l'instant la très grosse partie du stack ETH est contrôlée au final par un multisig. Donc, je crois c'est 7 sur 14, un truc comme ça, Pas creuser. avec des gens connus dans l'écosystème. Mais bon, ça reste un petit comité. Et puis, il reste qu'il peut y avoir des changements dans le futur qui font que, ben voilà, ça peut mal se passer avec ce stack ETH. Ou alors, ils peuvent aller ça peut bien se passer, mais ils peuvent prendre un chemin différent qui seront plus alignés avec les objectifs Hmm. originaux de Reflexer.
qui fait que ça rendrait Reflexer peut-être moins, Bien voilà, sûr. détaché de ta vision originale. Ouais. Ouais, bien sûr. Et du coup, il y a un peu un follow-up de Nola. En fait, c'est plus, je pense, pour comprendre, parce que j'ai pas suivi la discussion dans la communauté, moi non plus, hélas. Est-ce que c'était vraiment un refus de principe, disons, à l'idée d'avoir un IS productif en collatéral, ou c'était plus un refus pratique à l'heure d'aujourd'hui, les IS productifs qu'on a, ils ont trop de confiance, donc on ne veut pas les utiliser. Mais si il y en a un satisfaisant dans le futur, trustless, même qui sait, disons, qui arrive, alors là, pourquoi pas? Alors là, pourquoi pas? Donc, je pense que la conclusion, c'était qu'au jour d'aujourd'hui, StackEase, c'est prometteur en termes de décentralisation, mais on n'en est pas encore là. Et ça va prendre encore un peu de temps, hein, parce qu'il faut que Ethereum 2.0 soit live pour qu'on sache vraiment comment ça va se passer et tout ça. Et voilà, après, le temps passe et je pense qu'on en parlera plus tard, mais on a une gouvernance, une roadmap de dégouvernance Ah et oui. qui dit que après tant de mois après le lancement du projet, eh ben, on pourra plus faire de changements majeurs comme ajouter un nouveau collatéral. Donc je Ouais, dirais que d'accord. les chances sont faibles. La fenêtre se ferme à un moment donné, quoi. Ok. Exactement. Euh, ouais, non, c'est intéressant en tout cas cette question, mais c'est vrai que oui, il faut voir après ce que ça signifie, même juste de prendre. J'imagine que les gens demandent ça parce que pour revenir et pour fermer là-dessus, par exemple sur Mime, tu peux minter du Mime, le stablecoin, donc à partir de enfin en gros le STI posé dans le Vulture. Donc pour refaire tout le fil pour tout le monde, c'est des Ethers mélangés avec des STIs de Lido qui sont dans la pool Curve, qui sont ensuite posés chez Yearn pour composer le rendement et qui sont par la suite utilisés comme collatéral. Donc vous voyez bien que quand même ça commence à faire clic, clac, clic, clic, sachant que c'est le truc qui vous sert à collatéraliser un stablecoin. Bon, à voir, ça peut être utile dans sa circonstance, mais encore une fois, vous comprenez que dans la logique de réflexeur qui est assez centralisée à focaliser sur la résilience, c'est pas forcément le plus pertinent. Ouais. Donc je comprenne que ce soit intéressant et qu'il y a des gens qui recherchent ça, mais ouais, on essaye vraiment de se concentrer sur quelque chose qui est là pour durer et qui offre une alternative vraiment incorruptible aux stablecoins qu'on peut voir, entre autres les nouveaux projets ou des projets plus anciens comme Maker. Puis après, en soi, j'ai envie de dire, rien n'empêcherait potentiellement, mettons, à terme, dans 6 mois, 1 an, si ça continue comme ça, Rai a bien grandi, on a des centaines de millions de Rai, mais on a toujours que de l'Ether, et la communauté a envie d'être un peu plus dégène. Rien ne les empêche de faire dégène Rai, où on est un fork gentil de Rai, on suit toutes vos updates, les gars, parce que nous, voilà, on veut juste rajouter des collades de macaques, et tu vois, ça, je pense que ça, c'est un truc, que, voilà, c'est une vision, ça serait approprié aussi, quoi. Non, oui, c'est tout à fait possible, hein. Le code est open source et voilà, il y a des gens qui sont déjà, enfin, il y a déjà eu des gens qui sont intéressés à faire d'autres variations, de réutiliser le même code pour faire d'autres choses, comme soit une version des gens ou, par exemple un Bitcoin euh, Ah oui, backé par le Bitcoin, ouais, pourquoi pas. synthétique, ouais. Mais bon, après, du coup, c'est backé par Bitcoin, donc on retombe sur le problème de collateral trusted. Ça. C'est un projet différent, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, alors, donc ouais, on va avancer un peu juste là-dessus. Donc, comme on le disait il y a 10 minutes environ, pour créer du rail, c'est une action qui part de l'utilisateur. Toujours. Le système ne peut pas créer de rail, il ne peut pas distribuer de rail, il peut juste c'est juste un système qui prend des paramètres en entrée, des paramètres en sortie. Les paramètres en entrée étant tu déposes de l'Ether en collatéral, paramètres en sortie proportionnels et en fonction de ce que tu as demandé, du rail. Voilà, aussi simple que ça. Mais par contre, le système, et quand on dit le système, c'est le fameux money god en quelque sorte, a quelques paramètres qu'il peut influencer pour, en fait, pour inciter, on va dire, euh, une, une attitude plutôt qu'un autre. Alors là, ça sonne un peu personnifié, j'ai envie de dire, mon explication, alors que c'est pas le cas, puisqu'il faut bien comprendre que tout ça, c'est des smart contracts qui réagissent à des paramètres sur le marché
Et notamment, en fait, le jeu de paramètres central pour Rai, c'est cette fameuse paire euh, que vous avez ici, qui est donc le market price et le redemption price. Et tout le jeu du système, en fait, c'est de faire converger le market price vers le redemption price, pour le faire très très simple. Sauf que bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, donc, est-ce qu'on peut commencer tranquillement déjà bon, le market price, je pense que les gens comprennent, mais peut-être précision sur qu'est-ce que c'est concrètement, et le redemption price, parce que là, c'est le plus nouveau en fait. Ouais. Donc, je pense qu'il faut commencer par expliquer ce qui est assez euh, confus pour les gens, c'est que RAI n'est pas peg à 1 $. Et donc, il a un target price, donc un prix vers lequel il est censé converger, mais c'est pas 1 $ et il peut changer. Donc, et il change en fonction de l'offre et de la demande en fait. Donc, la manière de l'expliquer le plus simple, c'est par exemple, donc les gens sont assez familiers avec comment ça marche avec Maker et DAI. Donc, disons, par exemple, si DAI il trade sur le marché à 1,05, donc il est à 5 centimes au-dessus de son peg, et ben, ce que ferait le système RAI, c'est qu'il changerait le peg de DAI, actuellement à 1 $ à quelque chose comme 0,98 centimes, 98 centimes. Donc il descendrait le peg et de cette manière-là, ça va forcer les gens ça va tirer le prix vers le bas en fait. Donc ça va tirer le prix vers le bas au travers de certains mécanismes de feedback loop un peu si on veut, qu'on peut expliquer plus tard. Yes. Ouais, alors, après, c'est vrai qu'on a des petites questions dans le chat, j'essaie juste d'organiser ça proprement. On va peut-être juste expliquer les mécanismes de base de Rai, et comme ça, après, je pense qu'on peut rentrer dans les questions plus tranquillement. Euh, donc, oui, je pense que ça aide la comparaison avec Maker. Euh, Moi aussi, ce qui m'avait bien aidé, c'est les mises en situation, tout simplement. C'est pour comprendre un système, je trouve que c'est toujours plus parlant, en tout cas pour moi, de partir avec des si, tu vois. Et donc, juste de dérouler les deux scénarios, si le prix du marché dépasse le prix de rédemption, donc typiquement, mettons, une whale vient de découvrir Rai, elle en a acheté 10 millions sur Uniswap, et si le prix de marché est inférieur au prix de rédemption, donc là, ça serait plutôt un scénario, voilà, quelqu'un a dumpé du swap, du Rai potentiellement massivement. Dans les deux cas, généralement, ça reconverge, vous en faites pas, c'est tout le principe du système. Mais pourquoi ça reconverge? C'est ça qui est intéressant. Donc pourquoi ça reconverge? Donc il faut comprendre c'est quoi l'effet de repricer le rail ou de bouger le peg en fait. Donc une première conséquence importante de bouger le peg, c'est que ça va changer pas mal de choses du côté des gens qui ont une position dans le système, donc qui ont un safe, enfin nous on appelle ça un safe, mais c'est en gros un CDP ou un vault dans Maker. Donc pour les gens qui ont un safe, si le peg descend, et ben leur dette va diminuer. Donc ça veut dire que leur ratio de liquidation va diminuer, ce qui va dire qu'ils peuvent en théorie créer plus de rails sans prendre sans prendre plus de risques. Donc c'est un peu comme si leur dette venait de fondre un petit peu. Du coup, ben, ces gens-là, ils peuvent créer des nouveaux rails, les vendre sur le marché au prix qui est plus élevé, qui est à 1,05 ou quelque chose comme ça. Enfin, dans le cas de rail, on n'est pas autour d'1 $, on est plutôt autour de 3 $, mais voilà. Donc ils peuvent le vendre à un premium et faire un profit là-dessus. Pour revenir à la comparaison avec Maker, parce que je trouve que c'est instructif aussi là, pour le mettre simplement, quand Rai est légèrement au-dessus de son peg, par exemple,
Là où côté maker, les paramètres du système, ils sont votés par la gouvernance, donc on en a rien à foutre de ce qui se passe sur le marché. DAI, il pourrait être à 500 $, le stability fee sera toujours ce que la gouvernance a dit la dernière fois qu'elle a voté dessus. Sur RAI, non. Sur RAI, la gouvernance, déjà, elle vote pas sur un paramètre du système. Le système, il s'ajuste automatiquement à ce qui se passe sur le marché, comme on le disait. Et là, en l'occurrence, le marché, il dit pump RAI, grosso modo. Et donc, le système dit, OK, si RAI pump, alors le taux de rédemption, il devient négatif, les dettes fondent, et ainsi de suite. Et donc, il faut bien comprendre que ça a un impact aussi, comme le soulignait Guillaume, mais je veux l'expliciter assez peut-être, sur les gens qui mintent le RAI bénéficient des mouvements du RAI ou sont impactés, parce que c'est pas que bénéfique, ça peut aussi être dans l'autre sens. Euh, et ça, il faut en avoir conscience, je pense aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment un système plus dynamique que Maker. Ouais. Donc, en fait, si RAI trade à un premium, eh ben, ça va créer une différence, une certaine différence qui va se traduire en un taux d'intérêt négatif. Donc, si vous voyez ce taux d'intérêt négatif, qui est par exemple à, je sais pas, moins 10%, eh ben, si vous ouvrez un safe, eh ben maintenant, en fait, vous faites 10% parce que votre dette est réduite de 10% annuellement. Donc, ça Ça, peut être un moyen d'avoir un rendement et ça peut être dans les deux directions. Donc, maintenant, si RAI a trade un discount, eh ben, ça va créer ce qu'on appelle un redemption rate positif qui va faire que le PEG va monter. Et donc là, ça viendrait avantageux de juste stacker des rails dans son wallet et RAI est censé augmenter. ouais. Donc ce que vous voyez là, je vous mets je vais vous le mettre dans le chat, le dashboard qui est un peu le tableau de contrôle pour qui mint ou suit le rail. Euh, et que là, vous voyez donc, exactement comme vous le disiez Guillaume, on est dans une situation où le marché est légèrement au-dessus du prix de rédemption. Et donc, on a un taux de rédemption positif. C'est-à-dire que les gens qui ont un safe ouvert à l'heure d'aujourd'hui, leur dette va augmenter légèrement toutes les 8 heures. Euh, et après, voilà, hier c'était un moins, ou avant-hier c'était un moins assez important. Donc, ouais, encore une fois, c'est vivant. Voilà, c'est les utilisateurs qui compensent par rapport à ce qui se passe. Et c'est un peu, ça vit, quoi, ça bouge beaucoup. Ouais, donc là, le système, il est à peu près à l'équilibre. Donc on a un rate qui est vraiment minuscule par les standards des gens. Donc c'est clair que mais voilà, donc au tout début, quand on a lancé Rai, eh ben, on avait des rates négatifs très forts parce qu'on venait de lancer le système et les gens étaient excités et il y a des gens ils savaient même pas que c'était un stablecoin, du coup ils l'achetaient en pensant pour spéculer. Donc c'était assez drôle. Et ouais, donc là on est à peu près à l'équilibre. La semaine dernière, on était légèrement négatif parce qu'il y a eu pas mal de DAO qui ont décidé d'acheter des rails pour leur trésorerie. Et voilà, donc dans le futur, ça peut aller en haut comme en bas et on verra bien. Oui, bien sûr. On est d'accord, juste peut-être pour expliciter ça, si on se place dans une perspective, j'ai envie de dire que à horizon de 10 ans, je suis convaincu qu'il y aura beaucoup plus de rails en circulation qu'aujourd'hui. Ouvrir un safe, c'est une sorte de manière un peu dérivée de faire un pari là-dessus aussi. Alors, difficile à dire. Enfin, En gros, pour le mettre simplement, si on est dans une situation où le supply de rails continue d'augmenter chaque année, pas forcément de manière délirante, mais continue d'augmenter, est-ce qu'on se retrouve dans une situation où donc le taux de rédemption, a priori, devrait être en moyenne négatif sur cette année où le supply de rails a en moyenne augmenté? ouais. Donc ça dépend aussi de la demande pour des prêts en rail en fait. Donc Ouais, c'est un jeu d'offre et de la demande entre la demande de stabilité et la demande de leverage si on veut, de prêts en rail. Donc ouais, c'est exactement ce que le redemption rate et tout ce système essaie de faire, essaie de balancer l'offre et la demande. Donc c'est vraiment clé dans les mécaniques de rail, c'est de balancer l'offre et la demande, et c'est un problème que Maker n'a pas réussi à résoudre, ou qu'ils ont oui, réussi à résoudre en ouais. ajoutant une tonne de USDC en buffer. À chaque fois qu'il y a un imbalance
entre l'offre et la demande. Je suis peut-être trop vite, je sais pas si on était déjà. Non, non, c'est bon, on prendra le temps de dépiler s'il faut. Il y a quelques questions aussi dans le chat, vous en faites pas, je les vois, je les note, on y arrive tranquillement. Euh, mais ouais, non, je pense que c'est bien pour avancer un peu. Alors après, il y a des questions donc au niveau, donc déjà peut-être la liquidation. C'est vrai qu'on a parlé des saviors du coup. Et on a peut-être, malgré tout, il y a quand même des liquidations qui ont lieu. Donc, ça serait peut-être bien de mentionner un peu ça. Et puis après, il y a une question un peu follow-up. Et pour te donner le contexte, Guillaume, au cas où. Donc, c'est Nolan qui nous demande s'il y a une réflexion par rapport à la mutualisation des fonds utilisés pour la liquidation avec un système un peu plus autonome pour liquider, du coup. Et typiquement, tu vois, dans l'approche de ce que tu as sur l'equity, où tu as des LUSD mis en commun par les utilisateurs, et le protocole qui paye un peu en LQTI, le token de gouvernance pour ça, et ces LUSD servent après de fonds pour liquider. Et juste aujourd'hui aussi, Abracadabra qui a annoncé envisager une chose un peu similaire pour MIM, où il travaillerait avec B protocole pour pareil faire une pool de MIM qui serait incentivée et qui servirait à liquider, mais du coup de manière plus automatique et plus prédictible peut-être aussi. Ouais. Donc nous, on n'a pas de système de pool où en fait il y a en gros c'est des commitments d'acheter du collatéral si jamais il y a une liquidation à l'avance. Et en fait, on n'est pas allé dans cette direction-là parce que cette approche, elle est intéressante, mais elle a un problème, c'est que ton système de liquidation après, il repose sur le fait qu'il y a un certain montant de liquidité dans ces pools en fait. Mhm. Et dans certains cas, les pools peuvent être assez grandes et même énormes, mais c'est souvent grâce à des incentives en token. Bien sûr. Et c'est pas garanti que dans le futur, il y ait toujours assez de liquidité dans les pools. Et si on n'a pas assez, eh ben, on veut pas socialiser les pertes à tout le monde du protocole s'il n'y a pas assez de liquidité dans la pool, quoi. Ouais, ouais, après, tu vois, si c'est bien expliqué, je pense que c'est une position que les gens peuvent apprécier et faut bien leur faire comprendre que bah, c'est pas juste une ferme de stablecoin ou tes trucs qui sont cosy, ils farm et tu vas faire un petit rendement. Non, non, vraiment, ces trucs-là, ils servent à quelque chose. Potentiellement, un jour, tu vas acheter de l'Ether, que tu le veuilles ou non. Mais le truc, c'est que les gens, ils aiment bien ce genre de position parce que généralement, qui dit liquidation en masse, dit dump. Et donc, en fait, ça revient, ce genre de position, en tout cas sur l'equity, ça revient à être acheteur au pire, tu vois. C'est-à-dire que tu regardes, par exemple, la stability pool de l'equity, quand est-ce que vraiment ça s'est trigger tout ça en masse, bah, les gars, ils ont acheté tous les bottoms récents, quoi. Donc, ils sont pas mécontents. Ouais, non, je suis d'accord. Il y a certains cas, ça peut être intéressant d'être dans la pool. Mais ouais, après, tout dépend de combien gros est le crash. Et puis, je veux dire, avec ces systèmes-là, en fait, on fait beaucoup d'argent d'un coup le jour où il y a un Black Swan event crash énorme, mais la plupart du temps, on fait rien du tout. Donc, C'est ça. je veux dire, D'où il y l'incitation a pour un peu lisser le revenu, quoi. exactement, ouais. Donc, il y a un peu un risque de graduellement, ben, les gens sortent de la pool et le jour où on en a besoin, eh ben, il y en a plus assez. Hmm. Donc, ouais. Alors, pour revenir sur Rai, il y a Pouic. J'ai pas compris quand on est au-dessus du PEG, quelle incitation permet de redescendre le PEG. Attends, Donc, bon, quand on remets en est, situation. Merci. donc, quand on est au-dessus du PEG, eh ben, il y a un taux d'intérêt négatif qui est appliqué sur le système, ce qui veut dire que le prix du rail est censé descendre. Et donc, si le prix du rail est censé descendre et que je suis assis sur 1 million de rails, eh ben, je vais peut-être me remettre en question si je veux pas les vendre, et sinon je perds de l'argent. Donc après, donc ça c'est une incitation du côté des holders de rails. Et il y en a une autre de l'autre côté, chez ceux qui ont des positions, des CDP dans le système, qui est qu'avec un taux d'intérêt négatif, comme je disais, leur dette va être réduite. Et donc là, ça peut être une incentive à des nouvelles personnes de venir, de loquer plus des terres dans le système et de minter des rails pour bénéficier de ce rendement.
Yes, aussi simple que ça. Et donc là, juste pour finir là-dessus, comme vous voyez, pour boucler, on est à 0,8% de rédemption annuelle parce qu'on a un prix de marché légèrement supérieur au taux de rédemption. Donc a priori, là, si vous aviez un safe ouvert aujourd'hui et que vous pensez que cette situation va durer longtemps, ça serait dans votre intérêt de rembourser de la dette, par exemple, pour éviter qu'elle continue d'augmenter. Mais en l'occurrence, je pense que voilà, pour moi, en tout cas dans mon interprétation et ma compréhension du système, c'est pas un truc. Déjà, c'est pas énorme, et puis c'est pas forcément. Ça va pas être la situation pour l'éternité, je pense. Ouais. Donc ouais, là, comme je disais, le système est à l'équilibre, mais si tu regardes un petit peu le plot redemption rate, un petit peu plus bas, et ben, on peut voir qu'il y a eu des périodes où il était un peu plus élevé. Ah oui, c'est vrai qu'il ouais, il y a le graphe historique en bas. Attends, ça va être un peu plus. Oui, voilà, vous voyez. Enfin, on voit très bien la période initiale, comme tu le décrivais, donc massivement négative, et après des oscillations. Euh, et c'est vrai qu'on a quand même une sorte de période de contraction assez prolongée, disons. Parce que pour faire le schéma, je sais plus jusqu'à combien il était. Bah si, on a le supply juste à côté, je suis bête. Vous le voyez sur la courbe. Donc il y a eu l'emballement des débuts, où on est monté quand même presque jusqu'à 50 millions de rails. Puis après, on est redescendu en dessous, ouais, presque à 7 millions. Mi-juillet, au milieu de l'été, plus personne n'en avait rien à foutre, quoi. Et les gens sont revenus de vacances et ils ont réalisé, ah merde, les monnaies fiduciaires, les stablecoins centralisés, c'est toujours de la merde. C'est vrai qu'il y a rail en fait. Et hop, on a triplé le supply. Alors, je schématise, mais il y a un peu de ça. Ouais. Et donc, tu as le dernier plot tout en bas. Donc ça, Ouais. c'est les prix. Et donc là, on peut voir quand il est pris en dessus ou en dessous du redemption price. Ouais. Et du coup, vous voyez un peu l'historique. Et pas, bon, après, oui, on a la donnée qu'on a, quoi. Donc, vous voyez aussi à peu près la range tenue depuis le début, qui avait été fait sur Pi à 3,14. Mais bon, c'était voilà, c'était une décision arbitraire de la communauté. Et donc, le vrai prix, disons, c'est plus trouvé autour de 10 centimes en dessous de Pi, quoi, à peu près. Ça doit être ça. Ouais. Pi moins 0,10. Donc c'était important de casser cette barrière psychologique qui est de 1 dollar. Donc on voulait pas commencer à 1 dollar parce que si on dévie d'1 dollar, les gens vont commencer à dire ouais, mais le peg est Pas cassé. stable. Donc voilà, c'est vraiment un concept différent. C'est vraiment assez nouveau quoi, de stabilité sans peg. Euh, donc ouais, voilà. Ouais, non, c'est pas mal. Alors, maintenant qu'on a posé un peu disons, qu'est-ce et le comment, n'hésitez pas d'ailleurs s'il y a encore des trucs qui sont pas clairs, hein, ça reste une drôle de bête ce rail. La question qui me fascine le plus, moi, c'est aussi euh, peut-être élargir un peu au pourquoi. Pourquoi on veut créer un truc comme le rail en première instance? Et on le voit en fait dans les premiers cas d'utilisation qui émergent. On va parler tout à l'heure des DAO et de tout ça. Mais même au niveau de cette vision un peu plus long terme, pour revenir un peu comme tu parlais tout à l'heure, à la vision original maker, euh, qui est un peu cet actif stable natif de la DeFi et libéré de monnaie fiduciaire, qui peut lui-même du coup après être un collatéral très intéressant en DeFi. Et d'une certaine manière, c'est alors aucun rapport dans le fonctionnement, mais je sais pas si tu te souviens d'Ample l'année dernière, c'était un peu une narrative qui était mise en avant aussi. C'est-à-dire, hey, regardez, grâce à toutes nos maths et à notre algo, on va vous faire un truc qui est décorrélé de tous les autres, et du coup qui fera un bon collatéral. C'était un peu plus tordu, disons, comme maths, mais tu vois, il y avait un peu de cet angle-là quand même de, ça serait bien d'avoir un truc en DeFi à utiliser en collatéral, qui suit pas trop l'Ether, qui suit pas trop le Bitcoin et qui suit pas trop les autres coins, quoi, grosso modo. Mais en même temps, qui a une forme de stabilité, mais en même temps, qui n'est pas une stabilité liée à une fiat. Ouais, alors on commence où? Il y a beaucoup à dire. Ouais, non, là, il y a beaucoup à dire, c'est sûr. Tranquille. Alors après, c'est vrai que j'ai réalisé, on fera le FLX et tout ça après. Euh, mais donc, ouais, alors, peut-être, on va le mettre comme ça. Pourquoi des DAO comme Olympus, comme Fei, ont acquéri des quantités de rails importantes, et même, j'ai vu d'autres aussi, des XDAO, tu as probablement la liste complète en tête. Euh,
Donc en gros, pourquoi les DAO aiment le rail, a priori. Ouais. Ou en tout cas, en avoir un peu. Ouais, donc Olympus pas encore. On a Faye Pardon. qui en a pas mal. On a DXDAO et on est en discussion avec pas mal d'autres qui veulent aussi en acquérir. Donc pourquoi Rai pour eux? Donc c'est pour une DAO qui value la décentralisation et Rai est un asset idéal parce que il est pas peg au dollar. Il est pas peg au dollar. Il est dans une certaine mesure indépendant du dollar. Il est toujours stable globalement vis-à-vis des fiat. Et on a une vision très forte que un asset comme ça ne sera pas corruptible dans le futur. Et donc voilà. Donc les DAO qui veulent signaler leur désir de décentralisation fort peuvent acheter des rails, pardon. Ouais. Alors là, je leur montrais sur le stream, tu sais, il y a openorgs.info qui te permet de voir combien les DAO elles ont en trésor et qui détaille maintenant qu'est-ce qu'il y a concrètement. Et en fait, c'est marrant de voir que tu sais, sur Twitter, ça parle beaucoup ces derniers temps de Gen 1 DeFi et Gen 2 DeFi. Et bien, j'ai envie de dire, ça se retrouve beaucoup dans les coffres de la DAO. Parce qu'en fait, tu regardes AV, Compound, Uniswap, 100% dans leur token natif. Aucune diversification. Par contre, tu regardes évidemment un truc comme Olympus, c'est déjà un peu plus diversifié, ce que contrôle le protocole. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Et là, je vous montre par exemple le DXDAO. Et vous voyez, DXDAO a quand même 3% de sa trésor en rail maintenant aussi. Je vais vous le mettre Ouais. dans le chat. Hop. Ouais, pardon. J'ai la seule habitude de vous montrer des trucs sans mettre le lien. Donc, c'est openorgs.info. Et n'hésitez pas à aller voir les autres sites aussi. Il y a CryptoFees, Eastburn, Moneymovers, des trucs comme ça. C'est un gars, David Minal, il aime bien faire des petits outils super bien foutus, clairs. Donc, n'hésitez pas à lui dire merci aussi. Euh, il y en a d'autres des DAO qu'on n'a pas cités qui ont acquéri du rail. Je regardais là vite fait dans la liste, mais ils les ont pas forcément toutes encore. Faye Ah, il y a qui en Fay, ouais. ont qui en ont beaucoup. Il y a Moloch. Non, je sais plus si c'est Moloch ou un de ces VC DAO. Je sais plus. Metacartel ou un truc comme ça, peut-être. Metacartel, ouais. Et il y en a une autre, mais je me rappelle plus. Mais ouais, on est en discussion avec plusieurs autres qui sont intéressés. Ouais, Donc, donc là, je vous montre sur le site. Là, on est chez Fay. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Pardon. On est chez Fay, qui est donc une autre approche vraiment différente de créer un stablecoin avec un modèle de gouvernance et tout ça. Donc, c'est pas le même délire. Mais ils ont aussi cette approche de diversification de la trésorerie. Et vous pouvez voir la trésorerie qui est contrôlée par le protocole, un peu comme Hum. Et vous pouvez voir qu'eux aussi, ils ont du DAI, bien sûr. Et ils ont de leur token LP. Ils ont aussi pas mal d'Ether, mine de rien, parce qu'à la base, ils prenaient que de l'Ether. Donc, ils ont encore environ trois quarts de leur trésor qui est de l'Ether d'une manière ou d'une autre. Mais ils ont aussi quelques tokens, et notamment, en fait, si vous excluez le DAI, après l'Ether et le DAI, RAI, c'est la troisième plus grosse position de leur trésorerie. Bon, il y a quand même beaucoup d'écart entre les deux, mais ça reste, voilà, ça reste intéressant pour montrer cet angle-là de, comme tu disais, des protocoles qui ont le besoin à la fois de diversifier. Parce que moi, je veux vraiment souligner ça. Il faut réaliser que la plupart des DAO, elles sont assises sur un trésor de guerre qui est énorme, mais 100% dans leur token. Donc ça, c'est pas ouf. En même temps, tant qu'elle diversifie, et si on peut amener un peu de résilience dans l'histoire, ça serait cool. Et du coup, Rai, c'est assez évident. Petite curiosité, Guillaume, qu'est-ce qu'elles font avec leur Rai? Est-ce qu'elles se contentent de faire une position Rai et hold it et elles oublient, ou elles les mettent dans, je sais pas, idle peut-être, ou les plus dégènes en collatéral sur Fuse? alors ça dépend. DXDAO, je sais pas ce qu'ils en font. Je crois qu'ils les gardent juste dans leur trésorerie. Dans le cas de Faye, ils déposent la moitié sur AV et la moitié dans des pools Fuse. Fuse, D'accord. donc c'est un autre protocole de prêt. Ok, ouais, donc c'est pas encore trop. Et pas encore de DAO qui fait le pari de idle. Je suis surpris parce que je me disais pour une DAO, ça s'y prête bien, tu vois, vraiment passif. On est là on veut du rail pour les prochaines années, tant qu'à faire que ça le fasse un petit yield sans qu'on se prenne la tête, quoi.
Ou ils sont pas très friands du risque supplémentaire de smart contract? Alors, idle, pas encore, je crois, mais ouais, je pense que c'était une question que beaucoup sont déjà intégrés avec AV, du coup, euh, c'est plus C'est plus simple simple, pour eux. Ouais, d'accord. techniquement. Je comprends. Oui, de toute façon, après, avec Idle, ça finit une bonne partie sur AV de toute manière. Mais il y a le côté optimisation avec Fuse et les petites rewards dans FLX. Tant qu'à faire. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, oui. Je crois que c'est la première fois qu'on a prononcé le mot Félix dans ce live. C'est à bout de 50 minutes, c'est pas mal. Mais alors, du coup, donc je vous parlais en intro de l'écosystème un peu interne de Reflexer, qui est donc avec Félix, son token de dégouvernance, gouvernance. Et après, toutes les intégrations DeFi. On a un peu sauté une étape, on vous a montré un peu là, des intés en DeFi. Mais revenons peut-être aussi à la famille, disons plus nucléaire de Rai, qui est donc euh, comme on va l'expliciter comme ça. RAI est donc encore un protocole avec des décisions à prendre et des changements qui sont nécessaires, comme on l'expliquait en intro. Il n'est pas immuable, il tend vers l'immuabilité idéalement avec plusieurs étapes qui sont donc le fameux plan de dégouvernance. Euh, mais du coup, pour y arriver, il faut un outil pour se coordonner et un outil aussi pour un peu reconnaître tous les participants étendus à l'écosystème. Et c'est donc le token FLX qui sert donc, sous une certaine forme, on va y venir, à participer à ces décisions et sert aussi de token d'incitation, disons, dans cet écosystème-là. Donc, puisque je vous connais, bande de macaques, on va commencer par les incitations. Donc les incitations, vous les retrouvez sur, je vais vous mettre le site, sur le site de Reflexer, la section incentive. Euh, et on y reviendra plus en détail quand on parlera vraiment de tout ce qu'on peut faire avec du rail, parce que vous allez voir que c'est relatif à, en gros, qu'est-ce que vous faites avec rail. Et ben, si vous en mettez dans une paire de liquidités RAIS, Uniswap V2, vous gagnez un peu de FLX. Si vous la mettez, si vous mettez des FLX en liquidité pareil, un peu de FLX. Uniswap V3, RAITAI. Les gens qui empruntent le rail sur AV, les gens qui empruntent le rail sur certaines pools Fuse, et enfin les gens qui déposent rail sur Idle Finance. Donc on vous détaillera tout ça et pourquoi c'est cool et tout ça. Mais là, plus sur le FLX, et donc à quoi ça sert ce token, pourquoi il est là, et qu'est-ce que c'est sa vision, qui est donc bien sûr synergistique avec RAI. Ouais, donc beaucoup de gens, ils arrivent, ils font voilà, votre token de gouvernance, comment ça se passe? Et donc non, ce n'est pas un token de dégouvernance. On l'a même appelé sur la blockchain, c'est écrit Ungovernance Ungovernance. Token. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à ça. Donc il y aura peut-être il y aura une petite partie de vote, de gouvernance, Ouais. où là par contre il y a une approche différente à ce que font beaucoup d'autres projets DeFi, où c'est par défaut tu peux tout gouverner. Et ben nous c'est par défaut tu peux rien gouverner, et il y aura quelques paramètres qui seront gouvernables, comme par exemple les oracles. On ne peut peut-être pas être marié à Chainlink pour le restant de nos jours, ou alors peut-être certains paramètres du contrôleur qui décide le taux d'intérêt. Donc on n'en a pas parlé, mais il y a ce qu'on appelle un PID contrôleur Ah oui, c'est vrai. qui choisit le rate. Et ce mécanisme, c'est assez nouveau et assez compliqué. Donc il y aura les paramètres du PID contrôleur qui resteront probablement ouverts. Mais sinon, ce sera un set très minime de paramètres. Donc pas ajouter de collatéral, etc. Pas changer le, la taxe de protocole. Et voilà. Donc, du coup, ça fait que ce qui reste principalement, Félix, c'est un token de dette et de surplus. Donc, si, donc ça, c'est un peu, c'est Alors, similaire à Maker, mais fait d'une petite manière joker et différente. petite pause, parce qu'on nous l'a demandé dans le chat avant et je l'ai laissé passer, pardon, à celui qui demandait. C'est quoi ce surplus? D'où ça vient? Et qui le possède? Donc, le surplus, il appartient au protocole. Donc, ça vient principalement de deux sources. Donc, c'est une taxe sur les dettes. Donc ceux qui ont une dette
prend une taxe. Maintenant, la dette est même négative, donc donc c'est pas avec ça que le protocole accumule du surplus, c'est à moins 0,5%. Mais principalement les liquidations en fait. Donc il y a une fee sur les liquidations et le protocole gagne de l'argent là-dessus. Elle est à combien la fees de liquidation, juste pour référence? Je n'ai Elle aucune idée. est, sauf erreur, 6%, quelque chose comme ça. Ça va, c'est encore assez soft, hein. Regardez sur d'autres protocoles, ça monte parfois dans les 10%. Ouais. Donc voilà, donc l'idée long terme, pour le moment, donc le stability fee est négatif, mais long terme, il sera légèrement positif, donc quelque chose peut-être comme 1% annuel, 0,5% annuel, et qui donnera un certain cash flow long terme au protocole. Et donc ce cash flow, il est envisagé pour, je sais pas, par exemple pour les FAX holders à terme, ou c'est vraiment juste un truc qui va être au niveau du protocole que... Donc ouais, donc il est alloué. En fait, il va payer des dividendes à ceux qui stake leur FLX. Donc Ok, on va y venir, t'inquiète. C'est vrai qu'on n'a pas parlé... Alors là, je me comprends pas. Là, vous l'appelez bien safety module, celui-là? safety module, le quoi? Parce que, alors attends, il y a les saviors et il y a le safety module, parce que je me confonds toujours. Parce que donc, juste pour en gros, qu'est-ce que tu fais avec tes FLX? On n'a pas encore explicité ça concrètement. Comment tu t'impliques un peu dans le système réflexeur une fois que tu as des FLX? C'est pas juste avec des FLX comme ça, et c'est pas juste en stakant. Vous demandez un peu plus d'engagement que ça, quoi. Donc, tu veux dire, tu veux que j'explique le système de stake ou bien? Ouais, c'est ça. Ouais, juste les incentives sur le Uni V2. Euh, C'était peut-être D'accord, les oui. FLX. Donc, il y a deux choses séparées. Il y a les incentives sur UniV2 pour les LP sur Ether, sur les paires RAI. Donc, maintenant, on a RAI Ether sur UniV2 et puis RAI DAI sur Uniswap V3. Donc là, il y a des incentives en FLX qui sont donnés à ceux qui fournissent des liquidités sur ces paires-là. Et Soon Curve, on espère. Et bientôt Curve, on va rattraper notre retard avec Curve bientôt. Et, après, il y a une autre chose qui s'appelle le stake FLX, où en fait le stake FLX, c'est des LP, des shares de LP qui sont stakés dans le système. Donc la manière de staker ces FLX, c'est d'abord de les déposer dans Uniswap V2 Ether FLX, et puis après les déposer dans le système de staking, où là on reçoit des FLX pour fournir des liquidités FLX Ether. Yes. Et ça a un rôle important de backstop dans le protocole. Donc il y a un risque. Donc ouais, c'est pour ceux qui connaissent, ça marche de manière assez similaire au safety module d'AV, hein, vraiment. La différence principale étant que vous n'acceptez pas le pur FLX dans ce module, c'est vraiment que le token de liquidité. Exactement, ouais. Je voulais juste vous montrer là sur Uniswap qu'est-ce que ça donne la paire. Donc c'est une paire V2, hein, attention, pas LP sur V3 et vous demandez après comment ça se passe. Et d'ailleurs, oui, il y a des projets de migrer ça en V3 avec peut-être un peu de concentration. Alors, concentrer des paires volatiles comme EtherFX, c'est un peu plus difficile. Il y a une discussion pour changer de modèle de staking en fait. Il y a un modèle pour utiliser le modèle de curve des, VE. des VE qui est assez à la mode. Eh ben, Donc, à voir si ça aboutira ou pas. Mais oui, donc la raison pour finir des tokens de liquidité, c'est que aussi ça diversifie les ressources de backstop. C'est pas que du token FLX qui est en général corrélé avec le protocole qui a du succès ou qui aurait un bug. Mhm. Donc
Voilà, ça fait Ouais, non, ça c'est fait comme deux, sur deux, AV, deux quoi. pierres, deux C'est pierres d'un coup. exactement, c'est-à-dire tant qu'à distribuer des incentives pour ta liquidité, autant que elles servent aussi à assurer la sécurité, et comme ça tu payes pas des gars gracieusement juste pour se faire du heal. C'est d'efficacité, quoi, disons. Euh, alors, il y avait quelques questions, mais une peut-être par rapport aux incitations que Nolan avait posées tout à l'heure, désolé, ça nous a mis le temps, mais pour que les gens comprennent bien aussi, puisque ça a été un changement un peu récent, je crois. Il nous demandait pourquoi, pourquoi est-ce que il n'y a pas d'incitation, enfin pourquoi les incitations, pardon, de donc FLX, je vous les remontre à l'écran. Pourquoi les incitations FLX sur les apporteurs de liquidité RaiDai Uniswap V3 notamment, elles sont limitées sur les gens qui ont minté du RAI. Et il y a aussi après un facteur en fonction de euh, combien de RAI ils ont minté, enfin la proportion de RAI qu'ils ont minté. Donc, pourquoi il y a une limitation comme ça? Donc, au départ, on les avait pas quand on a lancé le protocole et on a réalisé que des gens ils disaient bah nickel, je vais acheter une grosse stack de rails et je vais aller LP et me faire du rendement. Et donc, je sais pas si c'était par flemme ou par ignorance, mais voilà, ils payaient le prix, ils poussaient le prix du rail plus élevé et vu que c'était le début et que les liquidités étaient faibles, et ben ça pouvait causer des bugs, enfin ça pourrait causer des problèmes aux contrôleurs du redemption price. Donc on a ajouté cette contrainte de minter tes propres rails avant de faire ça. Et la deuxième raison, c'est que RAI est un protocole nouveau qui est plutôt dans une phase de croissance où il y a besoin de nouveaux rails en circulation. Et donc, si vous créez des rails, vous aidez aussi à ça. Donc, ça fait du sens d'avoir cette contrainte-là. Ouais, non, carrément, c'est ça en fait. C'est aussi, en fait, on pourrait le mettre comme ça, c'est un réalignement de l'incitation pour mieux s'adapter à ceux qui contribuent effectivement au système, parce que vous vous êtes rendu compte qu'un problème que vous avez peut-être pas forcément anticipé, mais parce que peut-être vous étiez optimiste sur les gens, euh, s'est posé en fait, qui est que les gens sont prêts à prendre du slippage et à pump it le ride pour aller taper le rendement, sauf qu'en fait, bah, du coup, à la rigueur, c'est sympa potentiellement pour Rai, mais ouais, ça peut complexifier le process. Après, je pense qu'il y a aussi toute une dimension de. Moi, j'ai beaucoup eu ce feedback-là. Hein. Les gens qui te disent ah, j'aime bien, ça m'intéresse ce que tu dis sur Rai, en effet, ça répond à des trucs pertinents, tout ça. Voilà, ça rejoint des réflexions que j'avais. Par contre, flemme. Flemme d'emprunter, flemme de gérer un trop. Tu sais, des gens qui sont un peu sortis de la dette, j'ai envie de dire, et qui ont plus envie de gérer ce genre de position. C'est vrai que là, je pense que ces gens-là, tu leur ferais un petit produit en mode un méga vault ride, tu vois, où tu poses des ethers dans le système, et toi, ton taf, il s'arrête là. Le système, il va minter du rail pour toi, LP, faire des FLX, et qu'est-ce que tu peux ramasser ailleurs s'il y a à ramasser. Et toi, quand tu sors dans 6 mois, tu récupères tes ethers et un peu de FLX et quelques autres rendements que tu aurais eu. Là, je pense que tu as du monde au balcon, c'était un truc comme ça. Parce que ça serait une manière qui résolverait un peu j'allais dire, la barrière perçue actuelle pour s'impliquer avec Rai. Ouais. Non, c'est vrai que t'as raison. En plus, ça coûte assez cher en gaz. Et ça aiderait bien d'avoir une application comme ça. C'est vrai qu'on devrait faire un bounty pour quelqu'un de la communauté de le On va construire. dire. Petit incentive en FLX et hop là. Donc ouais, tiens, on mentionnait les frais en gaz, c'est vrai que Euh, il y a, comment il s'appelle? C'était Keizoku, je crois, qui demandait tout à l'heure par rapport à, donc, quand on décrivait les mécanismes pré de rédemption et le changement dynamique du taux de rédemption notamment, et il observait en fait que, bah, vu les coûts en gaz mainnet et les écarts qui sont voilà, moins 0,8%, plus 1%, a priori, c'est pas un truc que tu as envie de faire sur un Ether et demi, quoi. D'ailleurs, je crois que le minimum que tu peux minter, c'est 1000 rails d'un coup, un truc comme ça, il y a un minimum quand même, mais qui reste quand même dérisoire, tu vas payer beaucoup de gaz pour faire ça, quoi. Euh, et donc, en fait, est-ce que la conséquence de ça, c'est pas de laisser un peu. Au final, les incitations, c'est pour les whales, c'est eux qui vont équilibrer le système, quoi. Parce que les petits porteurs, eux, ils peuvent pas rentrer dans ce jeu-là à cause des coûts inhérents qu'il y a et un peu l'inertie qui vient avec, quoi. Ouais, non,
c'est clair que pour prendre avantage de ces positions, il faut avoir une certaine taille. Après, c'est pas nécessairement toujours le cas. Hein. Si le rate si le rate est positif, eh ben, il faut juste acheter des rails, quoi. Et ça, tout le monde sait faire. On peut même faire ça sur Coinbase maintenant. Et c'est plus accessible. Et puis après, dans les incentives, dans les incentives, les incitations FLX, donc il n'y a pas toutes qui demandent l'utilisateur de minter leur propre rail. Il y en a, on peut juste, ça marche toujours en juste en achetant, hein, comme par exemple sur Idle. Bien sûr. Voilà, tu peux aller acheter des rails et profiter du rendement sur Idle, de leur rendement plus le rendement FLX en plus. Et pareil sur AV, tu peux emprunter des rails, les déposer sur Idle, et tu combines les deux en fait. Ouais, c'était d'ailleurs une stratégie que j'avais partagée dans le challenge DeFi France il y a quelques mois pour ceux qui en ont profité. Par contre, attention, je crois que les rewards Borrow avaient réduisent, ou ont réduit récemment, quand même d'un assez beau facteur. Ouais. De toute façon, ouais, vous voyez, pour ceux qui veulent suivre ça aussi, c'est vrai. Donc, les incitations, c'est sur le site FLX. Et après, c'est sur GitHub que vous mettez. Il y a une sorte de programme des modifications des incitations pour pouvoir à peu près voir par rapport à ça. Ouais, donc sur le site que tu es en train de montrer là, et ben il y a les programmes actuels. Si vous voulez savoir combien de temps ça va durer et c'est quoi le calendrier un peu, il y a un repo GitHub. Yes. Alors, une autre question qui venait d'avant le live, est un peu intéressante, et comme ça va nous faire la transition sur la suite, c'est donc les principales paires de liquidités sur RAI aujourd'hui, c'est assez naturellement celles qui sont incentivées. Donc il y a j'ai envie de dire l'historique, la RAI IS sur Uniswap. Historique parce qu'il faut bien comprendre qu'elle fait partie d'une certaine manière indirectement des paramètres du système, c'est-à-dire juste pour la petite parenthèse et après on ferme ça. Mais donc le fameux market price dont on discute depuis tout à l'heure, il est composé, en gros il est dérivé du prix de l'Oracle Chainlink ICUSD, mais aussi du prix observé sur cette pool ISRAI. C'est pour ça qu'elle elle est importante pour le système et elle a des incitations assez conséquentes. Parce qu'elle elle sert un peu d'indicateur si vous voulez. En même temps de servir pour la liquidité. Et il y a aussi donc il y a une RAIDAI sur Uniswap V2, mais elle est plus incentivée, mais je crois qu'il reste de la liquidité encore là-bas, non? Je vais voir ça tout de suite plutôt que de dire je crois. Je crois pas qu'il Il doit doit pas pas y en assez avoir long, je crois. beaucoup, ouais. Alors là, on est sur les analytics de V2. Euh... Ah, il t'affiche même pas les paires? Si ça Non. charge. Ah oui, ça charge, ça charge. Oui, bon, d'accord, il reste 500K sur la paire RAIDAI Uniswap V2. Et donc, comme vous voyez, sur V2, c'est plutôt au niveau de Raïs que ça se passe. Qui est voilà, la paire incentivée. Et par contre, côté V3, là, on a un V3 donc, qui permet la concentration de liquidité. Et donc, vous vous doutez bien, c'est plus adapté pour RAI contre d'autres stablecoins, par exemple. Et notamment la RAIDAI, mais aussi une petite RAI USDC euh, qui est pas dégueulasse. Et donc, oui, qui m'amène à ma question. RAIDAI, c'est chouette, mais c'est quand même un peu dommage. Si tu veux, pourquoi contre rail? Alors, je comprends qu'il y a la liquidité, il y a le côté aussi peut-être reconnaître l'hommage à Maker, enfin, le fait que ça parte d'un fork MCD, mais d'un point de vue d'optimisation par rapport aux paramètres de réflexeur, je t'avoue que moi, à long terme, par exemple, ça me semblerait pertinent de commencer à incentiver peut-être, je sais pas, une pool RAI LUSD. Alors ouais, bah c'est toujours un jeu de de, euh, de compromis quoi. Bien sûr. Et il y a une question assez là on parle d'un composant qui est en dehors du système cœur. C'est une pool de liquidité qui est indépendante. Donc donc là on peut se permettre de compromettre et de favoriser d'autres choses. Ouais, je veux dire les liquidités ça reste très important
Et on a choisi DAI parce que c'était mieux que USDC, mais c'est clair que c'est pas non plus idéal. Si on avait pris quelque chose comme LUSD, ben on devrait forcer des gens à payer des frais de transaction pour passer de LUSD à, je sais pas, USDC, C'est un problème, ça fait de la quel- poule après. Un peu. exactement, voilà. Et puis faire de l'argent aux bots d'arbitrage et perdre de l'argent dans les filles, c'est, ouais, c'est pas toujours super. Non, c'est pour ça que la question, tu vois, moi je trouve, elle se pose maintenant, parce que je comprends tout à fait qu'au début, même si c'est pas idéal, voilà, si je jouais entre faire une paire sur DAI ou une paire sur USDC, tant qu'à faire, autant prendre celui qui a un peu moins d'USDC dedans que l'autre. Mais, ah tiens, attends, non, là je suis curieux, je veux bien que tu détailles. Mais tu vois, je pense que c'est le bon moment justement pour commencer à réfléchir à ça. Et je dis à l'USD, parce que voilà, c'est un projet qui me parle, mais peut-être d'autres aussi qui peuvent servir ce rôle-là, quoi. De comment on... Parce que c'est vrai que ça rejoint en fait une question tout à l'heure. C'est quelqu'un qui l'a posé, et je l'ai volontairement mis de côté parce qu'elle est un peu dense. Est-ce que Rail résiste à l'inflation? Ouais, alors ça, c'est un sujet compliqué et je veux dire, le fond du truc, il est que Rai est dénominé d'une certaine manière en dollars. Donc, l'oracle sur lequel il repose, c'est un oracle de dollars. Donc, après, est-ce qu'il résiste à l'inflation? Eh ben, ma foi, on ne sait pas, parce qu'avec le jeu du prix de rédemption et d'offre et de la demande, ça peut être, ça peut être indépendant, comme ça ne peut pas l'être. Donc, il faudra voir long terme. Mais bon, il faut surtout avoir dans l'idée que quand on veut de la stabilité, les gens veulent de la stabilité par rapport aux monnaies fiduciaires en général. Oui, c'est la référence. Donc, donc voilà, donc quand on parle de stabilité, il faut toujours un référentiel, comme tu dis. Et voilà, donc pour l'instant, le référentiel, ça reste le dollar. Donc il y a des discussions pour changer l'oracle dollar à un index de monnaie fiduciaire pour pas dépendre sur une économie, mais qui est plus représentative du monde entier au possible. Mais donc voilà, donc c'est un problème pas évident et des fois les gens sont un peu déçus parce qu'ils réalisent ah merde, mais Rai c'est quand même dénominé en dollars, du coup c'est n'importe quoi ce que vous dites. Je veux dire, c'est pas indépendant et tout ça. Mais voilà, il faut comprendre c'est quoi tes attentes en premier lieu. Et les attentes en premier lieu, c'est que ma foi, quand les gens ils disent stabilité, ils veulent de l'exposition aux monnaies fiduciaires au fond. Donc Et c'est un peu le problème de. Faut comprendre que Rail ouvre un chemin. En fait, moi, je le résume un peu comme ça. Je disais, Rail serait tellement plus facile à faire si Rail existait déjà. Un autre Rail, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, le problème fondamental de Rail, c'est où est-ce qu'on trouve une référence stable qui n'est pas de la fiat ou ainsi de suite. Et c'est un peu réflexif dans le sens où s'il y avait un autre rail qui existait, ça serait tout vu, ça serait probablement cette référence-là, et ça permettrait d'avoir un truc qui est beaucoup plus simple en termes d'infrastructure. Sauf que comme vous êtes les premiers, à moins de faire une référence à vous-même et un truc totalement réflexif qui serait un peu chelou, euh, il faut trouver quelque chose, quoi. ouais. Le seul asset complètement indépendant des monnaies fiduciaires, au fond, c'est Bitcoin, Ether, et voilà quoi. Donc, si après on cherche un asset stable, ça veut dire qu'on cherche une certaine exposition aux monnaies fiduciaires. Et voilà. Après, c'est vrai que maintenant dans DeFi, on n'a pas beaucoup de choix, c'est le dollar. Et ça, suivant celui qu'on choisit, il y a différents risques. C'est clair, mais voilà. Donc, après, il y a aussi des gens qui proposent, eh ben, la solution idéale, c'est le CPI, donc c'est le Consumer Price Index. Donc ça, c'est un panier de biens qui est censé refléter le coût de la vie. Donc je sais pas, le prix de la nourriture, le prix du logement, etc. Qui a un sens pour les gens dans la vie réelle. Mais le gros problème avec le CPI, c'est que c'est très très politique Ouais. et que voilà, le coût de la vie a une définition différente pour tout le monde.
Je pense qu'en France, on n'a pas la même mode de vie que, je sais C'est ça. pas, au Japon. Ouais, Et ouais. Et l'aspect important, c'est que c'est corruptible. Donc, on peut parler maintenant du CPI actuel, où par exemple, ça inclut pas le coût du logement, ce qui est une aberration totale, parce coucou. que C'est ça. Ouais. Je montrais à l'écran là, parce qu'il y a quand même un projet qui a essayé de réfléchir par rapport à ça, malgré ses lacunes. C'est Ample Force. Je sais pas si tu sais le détail, mais c'est que leur prix de target pour le dollar, c'est pas 1 dollar maintenant, c'est le dollar de 2019 CPI adjusted. Et du coup, il est à 1,00, légèrement au-dessus d'1 dollar, évidemment, aujourd'hui, puisque ça perd continuellement en valeur. Mais ouais, après, on tombe exactement comme tu le disais, le CPI, qui l'établit, qu'est-ce qu'on met dedans. Et puis après, rendez-vous compte aussi qu'en gros, il faut un CPI par zone économique, parce que le CPI US, il va pas ressembler à ce qui se passe en Europe, et ainsi de suite. Et tout ça, ça évolue pas sur les mêmes dynamiques. Euh, c'est vrai que dans le chat, ça parle pas mal aussi d'or ou de trucs comme ça. Là, on est dans des problèmes juste de représentation, quoi. C'est-à-dire, on n'a pas de représentation d'or sans intermédiaire de confiance on-chain. Donc introduire un truc pareil dans RAI, ça revient à rendre le système censurable et on retombe dans le problème du wrapper USDC et tout ça, quoi. exactement. Et pourquoi pas l'or par rapport à l'or digital qui est Bitcoin? Je veux dire, c'est la même chose. C'est des, c'est utilisé pour la spéculation, c'est volatile, et l'or, ça représentera jamais le coût de la vie. Et le Bitcoin, pareil, ça va mettre du temps avant que, à moins que tout le C'est monde se ça. mette à dépenser et acheter en Bitcoin. Mhm. Alors, on va aller tranquillement sur l'écosystème, je pense. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ton RAI concrètement? On a mentionné quelques trucs avec les incitations, mais je pense que c'est pas mal d'être juste exhaustif. Donc, on vous l'a dit, côté liquidité, on va peut-être pas refaire le tour, mais ça se passe essentiellement pardon, chez Uniswap, V1 et V2, et avec un peu de sorcellerie nécessaire pour que ça arrive, mais apparemment elle a été faite, avec une arrivée sur Curve prochaine. Sorcellerie donc, parce qu'il faut, vous comprenez bien, adapter un peu Curve, puisqu'on a un actif qui est grosso modo en termes de mouvement va suivre quelque chose comme DAI ou USDC, il va pas trop bouger, mais il bouge sur son propre mouvement à lui. Donc c'est pas la même chose que de juste rajouter un énième stable dollar dans une triple curve, quoi. Il y a un peu de bidouille à faire. Après côté lending, donc on a mentionné AV et Fuse. Pareil, là ça va, je pense que c'est assez compréhensible. Oubliez pas côté yield, idle, et notamment, comme tu le mentionnais, Guillaume, c'est vrai que c'est intéressant pour certaines personnes. A priori, une des approches passives sur rail les plus pertinentes aujourd'hui, si vous voulez juste holder du rail et pas vous prendre la tête avec un safe. Et un peu tout ce qui se passe côté trésor aussi, donc on en a mentionné quelques-unes tout à l'heure. Je pense qu'il y en aura plus à venir dessus. Il y a d'autres utilisations de rail que je n'ai pas couvertes. Alors, maintenant, on a plein de petites intégrations sur des sidechain layer 2. Ah, Donc je suis pas suivi tous, mais je crois il y a j'ai beaucoup de Pangolin votes. sur Avalanche, il y a Polygon, et il y a deux trois petits trucs qui se passent à droite à gauche. Ouais, là c'est des incentives dans des tokens natifs de leur protocole. D'accord. Euh, Après, qu'est-ce qu'on peut faire avec les rails? Eh ben, il y a le cas évident qui est juste de l'arbitrage. Euh, Rail, il fluctue, il y a des gens qui en achètent une tonne et ça crée des opportunités d'arbitrage. Euh, voilà. Donc après ça c'est moins chill. Ouais, voilà, on avait un prize sur Ça, j'ai Pool oublié de mentionner Together à un moment. celle-là. Il y a le passif chiant, bon père de famille, tu mets tes rails sur Idle. Il y a le passif un peu plus marrant, tu mets tes rails sur Pool Together. Et après, tu expliques à ta femme comment tu as gagné la monnaie décentralisée, la loterie décentralisée avec le premier actif souverain de la DeFi. Et ça, c'est ton problème. Mais ouais, non, c'est pas mal. Et c'est vrai, donc sur Sidechain, Polygon, tu mentionnais Avax. Arbitrum, Optimism, pas encore? Alors, On nous a demandé dans le chat justement, c'est pour ça. ouais, il a été bridgé sur Arbitrum et Optimism.
Je sais pas s'il se passe encore quelque chose d'intéressant pour le moment. À part que tu peux juste les mettre là-bas, mais il je pense qu'il va y avoir des intégrations qui vont venir, ouais. Donc stay tuned. Ah, j'étais dans la camp l'autre fois que je comprenais pas. Je voyais qu'il y avait des camps sur. Ah, bah oui, c'est vrai que le token est un peu pareil. Attends, elle est où? Enfin, quand tu regardes vite fait, pardon. Elle est où votre Alors, token? Ah, elle est dans les pods heu, community, je sais pas quoi là. alors, je sais pas, je crois il y avait une loterie, mais je crois elle a Ah, fini. elle a fini, d'accord. Ah, too bad. Bon, alors désolé, il n'y a plus de Pool Together sur Rime, malheureusement. Désolé pour le faux espoir. C'était campant. Bah, On peut en remettre une. ouais, le côté. Ouais, ça rentre bien dans le lore du Money God d'avoir une petite loterie, je trouve. Ouais, donc on a aussi une dashboard sur Dune Analytics. Ah, yes, je vais le Heu, mettre à l'écran. ouais, donc je l'ai envoyé et là, on peut voir un peu où les rails se trouvent, actuellement. Si tu descends, il y en a un avec plein de couleurs Ah, ça, celui-là. et donc ouais, bon, on peut voir où les rails sont actuellement donc on est assez fiers, c'est assez diversifié, hein, C'est parce que vrai. souvent c'est Non, c'est c'est vrai qu'il n'y a nouveau pas un stablecoin. poste qui fait plus de 15-20% à vue de nez comme ça. C'est assez fréquent de voir sur des nouveaux stables, je sais pas, 80% du stable dans la pool curve, par exemple. Ouais, voilà. Donc c'est ouais, donc on en a un bon morceau sur AV, sur, des ouais, un petit peu sur des échanges centralisés, Uniswap sur différentes paires et Fuse. Ah, apparemment, ça a été un bon jour pour le mint aujourd'hui. 2 millions de rails mintés. Apparemment, grâce à ton live. Me C'est ça, merci on voit le me petit uptick là à 17h, pouf. merci Brice. Bon, merci la whale qui nous a sorti 2 millions de rails. Bon, ah oui, tu l'as mis dans le chat, c'est bon. Donc, ah oui, et on a aussi quelques stats sur les liquidations, ça c'est cool. Vous voyez qu'il n'y en a pas non plus des masses, hein, à part quand bien sûr il y a eu des mouvements de marché assez importants. Donc là, vous voyez clairement un peu les derniers gros dumps, hein, les gros pics de liquidation. Euh, Ouais. Ouais, donc les liquidations, c'est très irrégulier comme revenu, hein, donc c'est très dur à prédire. Par exemple, là, il y en avait un là, le dernier gros, je crois, c'était une seule position énorme qui s'était fait liquider, Ah, d'accord. Oui, alors qu'il y alors qu'il y avait même pas de crash particulièrement violent. oui, c'était quand ça? C'était. Ouais, oui, non, c'est vrai. Euh, hmm. Ok. Ouais, c'est intéressant de voir le pattern aussi en termes de mint et burn. Ouais, Mhm. donc il y a évidemment une corrélation quand le prix descend, hein, quand le prix de l'Ether se casse la gueule et ben, on a moins de gens qui veulent, prendre du risque, sur l'Ether et leverage long Ether et donc ça va forcément diminuer le supply de rails Mhm. et là, Ouais. on revient au problème originel qu'avait Maker et une des raisons pour laquelle Rai existe, c'est que, dans le cas de Maker et ben, ils ont pas trouvé de meilleure solution pour résoudre ce problème que d'ajouter l'USDC pour compenser le manque de supply, quoi. Ouais. Ah, alors, je regarde le chat, non, ça va. Alors, on n'a pas parlé après d'une dimension que je trouve critique, essentielle dans la compréhension de Rai, qui est la jambe culturelle, bien sûr. Euh, non, mais plus concrètement, je pense que. Enfin, après, voilà, je sais pas à quel point on peut en parler, tu m'arrêtes si je vais trop loin. Mais je pense que là, on a parlé de tout un tas de notions techniques, économiques, ainsi de suite. Il faut comprendre comment les smart contracts ça fonctionne, les oracles, comment se comporte un troupeau de macaques dans le contexte d'une série de protocoles. Euh, et une fois que tu as compris tout ça, tu comprends comment Rai met en place des éléments pertinents et nouveaux pour répondre à ce problème. Mais tu vois, je pense qu'il y a besoin de toute une vague culturelle pour juste m'aimer dans la tête des gens, en fait, que
la DeFi, c'est pas je fous mes USDC quelque part et il se passe quelque chose. C'est pas je mets mes DAI quelque part et il se passe quelque chose. C'est pas je prends un stablecoin centralisé, je le wrap à 3 niveaux pour après te le mettre dans un yield aggregator et après te l'utiliser comme collatéral pour minter un autre stablecoin centralisé. Mais qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des trucs qui tiennent, quoi. Des trucs où on peut leur taper 40 fois sur la gueule, ils bougeront pas. Et donc des primitives un peu résilientes, fondamentales. Et là, je pense qu'il y a toute une dimension vraiment de la... Comment tu obtiens ça? Le culte du money god. Ouais. Donc il y a deux points intéressants dont tu as parlé. Donc il y a le premier point qui est de construire quelque chose de legit dans un bull market, c'est difficile, hein, parce que les gens ils veulent du yield, ils veulent des trucs fous, ouais, des trucs d'hygiène qui voilà sont pas faits pour le long terme. Donc nous on est moins avantagés sur ce front-là. Donc d'un côté on se réjouit presque du bear market, non quand même pas, je rigole, mais voilà. Et donc le deuxième aspect c'était l'aspect plus culturel, l'aspect mime. Donc c'est clair que ouais c'est vraiment important dans une communauté d'avoir quelque chose de drôle où on se sent bien et où on sent que les C'est un valeurs esprit, sont quoi. alignées avec les nôtres. Et donc ouais, donc nous on a ce qu'on appelle le money god, donc en fait qui est la monnaie autonome qui décide du peg, qui est le maître suprême dans ce jeu-là. Et donc c'est une métaphore un peu marrante pour expliquer ce qui se passe au fond avec le contrôleur, qui est un truc compliqué que peu de gens comprennent. Donc Ouais. voilà, c'est tout simplement le money god, c'est lui qui décide. Et si t'es pas content, bah tant pis pour toi. Si tu veux affronter le money god, tu peux essayer, mais ça va être difficile et tu risques de te casser la gueule. Donc voilà. Mais c'est ça, moi, tu vois, je veux l'incarner, ce money god. Je veux le rendre capricieux, je veux le rendre vénère, je veux qu'il lâche des plaies, qu'il bénisse des gens en chain, tu vois, qui s'incarne à la prochaine jambe. Il gère son rail, maintenant qu'il s'incarne à un niveau. Ok, toi, citoyen d'Ethereum, comment interagis-tu avec le rail? Tu, tu dumpes du rail partout, t'en fais rien d'utile. Tu n'aides pas à faire grandir l'écosystème du dieu monnaie. Alors, ne t'attends pas en faveur du dieu monnaie. Ouais. Non, c'est vrai que Ouais. des jeux comme ça serait drôle. Ouais. On va y venir, je pense. On, on va On y y venir, arrive ouais. doucement, quand le monde sera prêt. Ah, on tient un sujet dit sci-fi, c'est vrai ça. Putain, mon prochain dit sci-fi, ça y est. Le Money God existe. C'est la science-fiction DeFi qu'on faisait sur cette chaîne avant, mais c'est beaucoup de préparation, mais c'est vrai que j'ai envie de vous en refaire un. Donc, pour sortir un peu de la religion, on y reviendra peut-être, mais il y a Nolan qui nous demandait, attends, je la lis avec toi ce que j'ai vu passer, quelle place pour le rail si le taux d'emprunt reste au-dessus de zéro, vs par exemple un simple long short on-chain. Ben, Ouais. si le taux de rédemption est au-dessus de zéro, donc tu veux dire le rate qui est positif, donc là, c'est clair que qu'on a un problème parce que le système il est là pour rééquilibrer les forces dans le marché en fait. Donc si le taux de rédemption il est non, le taux de rédemption il est positif jusqu'à la fin des temps, ben, ça veut dire que le système a un peu failli à son rôle de rééquilibrer les forces. Donc, idéalement, il doit revenir à zéro à un moment donné, ou alors contrebalancer dans l'autre sens. Mais oui, Ça si tu rejoint un peu ce assumes. que je disais tout à l'heure, au fond, sur le gars qui est optimiste sur le futur de rail et qui décide juste d'ouvrir un safe pour parier sur le fait qu'en moyenne, sur les X années à venir, le taux de rédemption va être négatif. C'est l'autre versant de ce pari. Ouais. Hmm. Mais c'est vrai que, est-ce que c'est très utilisé vraiment pour long ou short is? Non, short du coup ça va être compliqué, mais euh, est-ce que c'est vraiment utilisé? Est-ce qu'il y a beaucoup de safe? Je sais pas si toi tu regardes vraiment les données au niveau des safe. Ça m'est arrivé mais il y a un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a beaucoup de gars qui vraiment genre te déposent de l'IS, mais minent du rail, prennent le rail, swap IS et te font deux trois boucles comme ça? Ou c'est Donc, ouais, il y a des gens qui font ça, hein, je veux dire. Il y a des gens qui sont très confortables à être sur la ligne rouge
de liquidation proche de la ligne et aller vraiment degen. Donc on a DeFi Saver qui nous a intégré et qui est une fontaine pour Rai maintenant aussi, qui a un système pour leverage le safe automatiquement. Donc faire avec un flash loan, au lieu de faire manuellement cette boucle de emprunter, vendre, mettre en collatéral, réemprunter, blablabla pour augmenter ton leverage. Et DeFi Saver, ils ont une méthode pour le faire en une transaction. Propre. Et il y a des gens qui l'utilisent. Et ouais, mais je veux dire, de toute façon, quand on dépose de l'Ether et qu'on emprunte du rail, on préserve son exposure Ether et après on va faire autre chose avec, avec les rails. Donc ça peut être aller farmer ailleurs, ça peut Mais tu vois, aller... je pense qu'il y a de l'éducation là-dessus à faire. Beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Parce que je me rends compte beaucoup dans beaucoup de conversations ces derniers temps, je me retrouve à expliquer en fait, pour le mettre simplement. Je m'en fous de ta stratégie. J'ai même pas besoin de savoir. Je peux juste te dire une chose. Si tu y allais direct dessus, sans collatéraliser de l'Ether avant, il est très probable que les retours que tu as faits ils sont inférieurs à ceux que tu aurais pu faire. C'est simple que ça. Et ça, c'est un truc qui n'est pas encore bien internalisé, je pense. Moi, je me disais, tu vois, les gens qui suivent la DeFi depuis longtemps, ça devient presque, c'est un automatisme, quoi. C'est-à-dire, ils rentrent, c'est presque comme aller à la guerre sans armure, tu vois, j'ai envie de dire, de prendre tes Ethers et de les swapper pour un shitcoin. Ils sont plus dans une démarche, non, non, je prends mes Ethers, je collatéralise, j'emprunte du stablecoin, et c'est le stablecoin que je swap pour du shitcoin. Mais en fait, non, on n'en est pas encore là. C'est pas aussi mécanique que ça, je pense. Ouais. Ouais, on voit centaines de millions d'Ether dans AV qui rapportent, je sais pas combien ça rapporte, 0,5%, pas grand-chose. Et ben voilà. Ouais, ces gars-là qui pourraient emprunter du rail à 15% sur l'emprunt de retour pour aller le poser dans Idle pour encore faire 12%. Pareil. C'est vrai que c'est des trucs comme ça, tu te dis. Mais après, ouais, c'est, je pense que c'est vraiment une question d'état d'esprit, hein. On en parlait hier avec la coloc, tout le côté euh, l'expérience populaire de la dette est atroce. C'est-à-dire que nous, on est en DeFi, là, voilà, on parle de dette, tout ça, mais dans la tête des gens normales, même moi, quand tu fais un emprunt dans le vrai monde, c'est pas un truc enthousiasmant. T'es pas en train de te dire, ouh, je suis en train de collatéraliser mes euros pour mobiliser pour faire un. Non, 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 t'es juste là en train de dire, ouh putain, ça va me coûter tant par mois, ça se passe comme ci, il me demande toutes ces infos. Et puis après, il y a tout le côté, la boucle de la dette et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'en DeFi, les dettes, dû au fait qu'elles sont surcollatéralisées pour l'instant, elles ont un tout autre sens, quoi. Et elles ont plus un sens de maintenir une exposition donnée en pouvant en même temps s'exposer à autre chose. Exactement, c'est vrai que l'aspect dette a toujours un aspect de il faut jamais de dette qui peut avoir un peu une barrière psychologique. Et mais au final, c'est juste une stratégie d'investissement avec un risque, avec différents degrés de risque que les gens doivent comprendre. C'est ça, ouais. Alors, on demandait dans le chat un petit point sur comment créer un safe. Alors, attends, est-ce que je peux te montrer toute l'interface là sans aller jusqu'au bout? Oui. Mais c'est pas bien Ouais, compliqué, hein. C'est une expérience vraiment assez similaire à ce que tu vas voir chez Maker. Ah, zut. Alors, le seul ouais, truc, c'est que bien sûr, la première étape, ça implique créer le safe. Comme tu le vois là, dans les conditions de gaz actuelles. Ah, je sais pas si vous voyez mon MetaMask à l'écran, pardon. On est sur 200 dollars là. Mais on est aussi sur 126 Gwei. Donc si vous êtes malin, en gros, vous arrivez à ouvrir votre safe sur 66 Gwei, vous allez être à peu près à 100 dollars pour ouvrir le safe. Et une fois que c'est fait, euh, il me semble qu'on peut poser poser IS et Mintry en une seule transaction. ouais. Ça aussi c'est cool, ouais. Mais c'est vraiment comme Maker, quoi. Tu poses tes. Alors, d'abord, tu ouvres ton safe, puis après, tu poses tes Ether et tu mets ton rail. Exactement, ouais. Euh, Ouais, c'est vrai que. Merci pour la question Experience. Tu fais penser à. Maintenant que vous êtes sur Polygon, vous êtes allé papoter avec les gars de Mayfinet? Alors non, je vais prendre note. Parce que May eux, Finance. ouais, je te mets MAI.finance. Parce que ils ont un marché monétaire assez bien foutu, pour être honnête. Et ils sont assez friands, ils sont assez smart sur leurs choix de collatéraux. Par exemple, ils ont listé le Gotchi il n'y a pas longtemps.
Je pense que si tu viens leur pitcher Rai, je pense qu'ils n'auront pas besoin, t'auras pas besoin de taper trop fort sur leur tête pour qu'ils comprennent que c'est un truc pertinent, quoi. Bon, on va leur envoyer une légion du Money God. C'est ça, un émissaire. Et ouais, c'est vrai que là, je m'attendais à cette question, on l'a pas forcément explicité. Et il y a Joas qui nous demande si on peut minter sur Polygon ou Arbitrum. Donc, peut-être revenir sur cette logique de Rai et mainnet et après répliquer sur d'autres chains. Tout ça, Alors, malheureusement, non. On peut minter que sur Ethereum Mainnet maintenant. Ça sera difficile de pouvoir permettre de minter ailleurs parce que ça va toujours impliquer des, des trade-offs de, voilà, de sécurité, de décentralisation. Donc c'est pas possible. Il y aura certainement des forks de réflexeurs qui apparaîtront sur des sidechains ici et là. on pourrait envisager un Mais système de pooling peut-être. Ou genre tu poses des is sur Polygon et tu dis je veux tant de DAI, t'attends, et quand ça a assez de DAI, ça te les envoie vers mainnet, ça mint là-bas et ça te les renvoie dans l'autre sens. Mais après, gérer la liquidation de ça, c'est quand même complexe. ouais. Ouais, donc les rails viendront toujours de mainnet. Après, peut-être qu'il y aura Polygon Rai, Ah, Avalanche Rai, etc. là, 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 là. Et oui, oui, c'est vrai que bah, dû aux oracles, et déjà rien que ça serait compliqué sur Polygon, mais après il y a pas mal d'autres choses aussi. Mais bon, après ça n'empêche pas de faire des choses avec Rai sur d'autres chains. Euh, alors, bon, n'hésitez pas si vous avez plus de questions. Côté lending, c'est vrai qu'on vous a parlé donc de la création de safe chez Reflexer. Au cas où c'est pas explicite, on va le faire là. Gardez en tête que vous pouvez aussi emprunter du rail. C'est-à-dire, pour être explicite, emprunter du rail, entre parenthèses, déjà créé. Puisque emprunter chez Reflexer, ça revient en minté, vous faites en safe. Mais maintenant, oups, euh, maintenant, si vous allez par exemple chez AV, chez AV, vous allez pouvoir emprunter des rails qui ont été mintés par un autre gaillard qui les a mis sur AV à votre disposition. Et AV a été assez généreux pour se dénier d'une incentive en stake AV sur le rail. Je voulais vous montrer ça. Un peu L'arbre grâce à d'AV. toi. Je sais pas, mais bon. Là, on prend ce qu'on a, hein, on prend les miettes qu'on nous donne, on va le dire comme ça. Euh, et donc, ça rend les interactions avec AV sur rail quand même assez intéressantes, puisque que ce soit les déposants comme les emprunteurs, ils ont donc une petite, je gère vos expectations, petite rémunération en stake AV. Donc attendez, je vous la montre là. Donc là, par exemple, sur AV, vous déposez du rail sur AV, vous faites 1,38% natif et 1,81% en stake AV. Là où c'est cool, c'est que vous empruntez du rail sur AV, vous payez 2,94% en rail, mais vous gagnez 3,08% en stake AV, sachant qu'en plus, il faut se référer au truc d'incitation que j'essaie de retrouver, que en plus, vous gagnez aussi 11% d'APR supplémentaires en FLX pour avoir emprunté sur AV. Euh, et l'autre support pour interagir avec Rai en termes d'emprunt, ça va être alors explique pardon, j'ai oublié ça. Sur AV, pas Rai ne sert pas de collatéral. Donc sur AV, c'est du simple dépôt. Vous pouvez aussi emprunter du Rai, mais le Rai que vous déposez sur AV ne contribuera pas à votre health factor. Max LTV égale 0 pour l'instant. Et vous avez aussi du coup Rai sur, je vais vous le mettre dans le chat, pardon, sur market.xyz, qui est donc le fameux, vous vous souvenez de Fuse, de Rari Capital, voilà, ils l'ont un peu mis en spin-off à part, maintenant ça s'appelle MarketXYZ. Il faut vraiment le comprendre comme un système qui permet de créer des pools qui vont permettre l'emprunt et le prêt de manière trustless. Donc vous arrivez et vous dites coucou, moi je veux mettre du pasta, du spaghetti et du pizza dans la pool, et les gars ils peuvent emprunter le USDC, vous mettez les paramètres et pouf c'est parti. S'il y a l'aura, qu'il y a de la liquidité sur tout ça, ça peut potentiellement tourner. Donc ça a de l'intérêt. Et il n'y a pas d'ailleurs une Money Gods Flavor ou je sais pas quoi qui est arrivée sur. Si, elle est là. Voilà. Elle est toute jeune celle-là.
Et donc, il y a une pool, il y a plusieurs pools sur Fuse, hein, donc je vous laisse voir, vous cherchez Rai dans la barre de recherche, vous allez retrouver toutes les pools Rai. Mais là, celle-là, elle est chouette parce que c'est la Money God's Flavor. Et je crois que c'est pas prévu de mettre FLX en collab peut-être dans cette pool aussi. Alors, je sais pas. J'ai pas vraiment encore Bon, donc voilà. compris l'idée derrière ça, mais on verra bien. Oui, je crois que c'est une sorte de pool ETH, Active Trustless, Rai, truc lié à l'écosystème Rai, un peu, voilà, faire un truc pour pouvoir mobiliser dessus. Parce qu'en fait, je pense que c'est pour réagir un peu au fait que les pools Rai sur Fuse à l'heure d'aujourd'hui, tu en as dans la Olympus Pool Party, tu vois. Mais cette pool-là, tu l'oublies direct. Elle est inempruntable parce que, euh, parce que tous les dégènes de hommes empruntent dans cette pool. Donc, tu as toujours des AIP à 30-40%. D'ailleurs, je me demande s'il n'y en a pas certains qui se sont mis à emprunter du rail, tu vois, pour aller dégène dans homme en leverage. Euh, et donc, en fait, cette pool, elle est un peu inutilisable pour rail. À part si tu cherches une pool à déposer du rail, juste en collab. Et celle-là, l'autre, c'est la pool 9, où là, on est avec Frax, DAI, Fei et USDC. Et là, vous allez pouvoir faire des choses plus sympathiques sur votre rail. Voilà, je vous lis les chiffres à l'écran. Mais grosso modo, vous déposez du rail avec 85% de max LTV, donc c'est pas mal. Vous avez un petit rendement de 0,5%. Mais après, surtout à l'emprunt, vous avez de la liquidité disponible à emprunter et les taux sont pas très très chers. Vous pouvez emprunter pour moins de 2-3% sur tous les autres coins de la pool. Donc voilà, ça pour les dégènes qui veulent leverage rail. Et pour finir, côté. Enfin, leverage rail, vous avez compris. Et pour finir, côté incitation, gardez en tête que. Merde, c'est où? C'est là. C'est là. Que sur Fuse, seuls les emprunts dans la pool, les emprunts de rail dans la pool 9 qui utilisent USDC, DAI ou Frax en collatéral. Donc faites attention à ça, hein. Donc la pool 9, c'est celle qu'on regardait en dernier. Mais voilà, vous devez utiliser USDC, Frax ou DAI en collatéral, donc pas Fei. En fait, tout sauf Rai. C'est vrai que Fei, il a été Ah, ajouté d'accord. récemment. Ah, c'est dans ce sens-là. Oui, je veux dire, oui, pas réflexif, quoi. Vous voulez pas des gars qui font des loops, c'est assez logique. Ouais. Parce que ouais, donc le but, c'était vraiment cette pool, on peut l'utiliser pour shorter Rai si les gens veulent. Et donc, ouais, donc il faut que les gens puissent emprunter à des taux décents. Hmm. Et donc, ouais, des questions sur Polygon, ça, on vous a fait le tour, je pense. Euh, hop. Non, je pense que c'est pas mal pour l'écosystème. Je crois qu'on a à peu près tout explicité. Parce que tu vois d'autres trucs qu'on a ratés. Ah, oui, après, on a de la curiosité plus sur ton taf, si tu veux partager un peu ce que c'est. Euh, je te lis la question, si tu veux, donc de Kaizoku. Est-ce qu'il peut nous parler un peu de la stack technique, back, front, smart contract, et à quoi ressemble un jour normal de taf? Ça, je t'avoue que je serais plus curieux. Ok, donc vite fait sur la stack, et ben donc nous on est sur du Solidity. Donc ce qu'on fait différemment, c'est que on utilise DAppTools, qui est une suite d'outils de développement de Solidity qui a été développé originellement par Maker. Après backend, eh ben on n'a pas énormément de backend. On est intégré avec le Graph Protocol où là on a un indexeur qui tourne sur leur réseau décentralisé qui indexe toutes les données possibles sur Rai. Après, on a 2-3 petits bots à droite à gauche qui font des, des petites transactions on-chain, mais ouais, pas grand-chose. Et sur le front-end, on est sur du React classique qui tourne sur IPFS. Un jour de taf, eh ben, c'est assez varié. Ça peut aller de shitposter sur Discord à réparer, à développer des tests pour le système ou bosser sur des nouveaux modules qu'on a. Ah, une discussion un peu délirante avec Token Brice qui te pique le matin et qui te dit qu'il va créer une religion sur. Exactement, ça peut aller. Ça, c'est varié au final parce que je veux dire, on reste une petite team et on fait tous un peu ce qu'on peut pour essayer de pousser l'adoption de Vous êtes combien à peu Rai. près? Et bah, on est
7 personnes. Ouais, c'est un bon chiffre. Alors c'est vrai que j'ai réalisé, je vous ai pas mentionné, mais comme tout projet DeFi, si ça vous intéresse, généralement le meilleur endroit pour le suivre, ça reste son Discord. Donc je vous l'ai mis dans le chat. Et là en plus, franchement l'ambiance est sympa. Et ouais non c'est cool. J'aime bien les interactions. En plus, pardon, j'oublie son nom, mais ah, Stéphane. ouais ça doit être Stéphane. Non c'est peut-être pas lui. Je sais plus, mais en tout cas, il y a un de vos gars qui est même assez généreux en FLX et qui lâche des petits tips aux gars qui font des mêmes stylés. Des trucs comme ça, c'est bon Ouais, enfant l'ambiance quand même. ouais. C'est Dr. Stone, c'est Ah ouais, son c'est la nom Dr sur le Stone, Discord. merci. Ouais. C'est Hmm. Stéphane. Ah, c'est Stéphane, d'accord, j'étais pas sûr. Alright, c'est lui. Ouais, ouais, ça fait du sens. Euh, donc, ouais, je pense qu'on va tranquillement, potentiellement s'arrêter là. Je vous laisse quelques minutes si vous avez des points qu'on n'a pas précisés. Et je vous rappelle aussi qu'il y a un article hein, pour reprendre tout ça au calme, à froid. Il y a un article, il y a des replays. C'est pas grave si ça rentre pas la première fois. C'est des trucs qui sont un peu plus périns, qui prennent du temps, hein. Donc, paniquez pas. Et puis même en fait, ouais, peut-être dans ce sens-là. Après, ça fait un peu bangless. Mais j'ai envie de dire, si vous avez compris Rai, vous êtes encore tôt. Dans le sens où, regardez, voilà, les DAO les plus éveillés de l'espace commencent à peine à se dire, oh, ça serait bien si on avait un peu de taille en trésor et à le faire. On n'en est pas encore, par exemple, à Uniswap DAO qui a du Rai. Vous voyez, c'est plutôt des DAO voilà, qui avancent, qui savent un peu ce qu'elles font et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a de la marge à ce niveau-là. On est au début de. Ça fait plaisir d'ailleurs que ça commence. J'ai le sentiment que ça commence. Peut-être que c'est mon optimisme. Mais tu vois, il y a 2 mois, j'avais l'impression un peu de parler de contre le vent quand je parlais de Rai sur Twitter ou autre. Maintenant, ça arrive plus souvent qu'un gars il est en train de dire ouais, ouais, centralisation des stablecoins, un autre il répond ben non, regarde, il y a l'USD. Tu vois, ça commence un peu à être là, mais il y a quand même, je trouve, un blocage à certains niveaux. Euh, et bon, on va finir par le dépasser, quoi. Ouais. Ouais, et puis il y a tout l'aspect régulation qu'on en a pas parlé. Donc il y a toujours plus de pression sur les stablecoins centralisés. C'est des securities, c'est pas des securities, etc., etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc Oui, le côté légal, c'est une belle joie. voilà. Rai, ça serait une solution qui fait du sens de ce point de vue-là aussi, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que oui, comment dire, on n'a pas trop parlé de ça, mais potentiellement, c'est aussi un certain avantage légal de ne pas avoir USD dans le nom et de ne pas être dénominé par rapport au dollar, mine de rien. Euh, ah. Alors là, on me demande une question de la plus haute importance. Attention, Guillaume, quand tu réponds à cette question, tu vas peser sur des milliards qui vont bouger. Donc, attention. Quel est le pourcentage de Français dans l'équipe Réflexe? Mais ma foi, là, je dois admettre la vérité, c'est 0. Parce que t'es belge, du coup. Moi, je suis suisse. Suisse. Ah oui, Suisse, pardon. Merde. De francophone, alors on aurait dû le faire comme ça. Allez, on te donne une deuxième chance de sauver. Là, t'as failli avoir un tome sur FLX, là, fais gaffe. Donc, pourcentage de francophones, 1 sur 7, du coup, il y a un autre francophone? Ah merde, la whale de 2 millions de rides, tout à l'heure, elle va aller fermer son safe maintenant, là. Aïe. Ouais, donc francophone, bah, y a que moi. Ma foi, on est un peu éparpillé partout. Londres, Amérique du Sud, États-Unis, euh, moi en Suisse, et voilà. Bon, ben voilà, un 7e % de francophones. À vous de voir si on y va avec l'épargne de la vie ou pas. Voilà. Ça fait marrer. Eh ben écoute, je crois que sur cette petite blagounette, on va s'arrêter là. Par si tu veux, ouais, peut-être ajouter un dernier truc que j'aurais oublié, non? Je pense que les gens, ils ont le Discord, ils savent creuser pour la suite. Ah si, Bah, pardon, j'oublie toujours ça, peut-être. Les next steps, les trucs que tu peux nous annoncer. Je sais qu'il y a pas mal de choses. On a parlé de Curve qui arrive et tout ça, mais d'ailleurs, là, allez, je te le donne celui-là. On va pouvoir dépenser ces rails quelque part de manière très pratique dans le monde réel très prochainement. Je me demande bien où. ah ouais, donc ouais, on a
Eido qui arrive, donc faut que je reprenne ma carte d'ailleurs. Ouais, un compte bancaire pour nous en Europe. C'est ça. On pourra dépenser directement dans la vraie vie des crypto-monnaies, dont RAI prochainement. Avec très peu de frais parce qu'ils ont une implème ZK, donc vraiment cool comme service, hein, franchement. Ouais, Mm. je me réjouis de savoir ce que ça donne. Ouais, moi, je Donc ouais, suis utilisateur depuis un mois et demi, 2 mois, pour être franc. Et je t'en dis du bien. Je suis très content que Rai arrive là-bas. Hop, je vous mets le site d'Eidou si vous avez besoin. Et pardon, tu disais? non, moi j'ai dans les next steps, on a Curve qui va arriver très prochainement. Et ouais, donc ça va être, si, si ça passe, ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Et ouais, on a plein de petits développements qui vont arriver gentiment. Donc Hmm. Alors là, non, je pense qu'il y a de quoi faire. C'est faut être patient un petit peu. Quoique. Franchement, ça évolue assez vite quand on regarde la vélocité du rail en termes de. Bah, avec le supply, quoi. A presque triplé depuis cet été. ouais, ouais, donc le supply, c'est pas toujours évident de faire grossir le supply. Quand ouais, c'est clair que c'est plus facile d'attirer des utilisateurs quand tu as du yield des gens que tu peux stacker sur 5 niveaux différents. Mais Mais parce qu'en même temps, les gens sont pressés, hein. Si tu regardes depuis, on va le mettre comme ça, les gars qui sont arrivés au tout début de Reflexeur, qui ont mis un bon paquet de IS, qui ont minté du rail, qui ont LP, et ainsi de suite, qui ont géré un peu leur position, mais sans être trop dégènes. Je sais pas quel est leur retour exact, mais il est loin d'être dégueulasse et il est comparable avec ce qu'ils auraient pu faire avec d'autres solutions de leverage, probablement. probablement. Il est juste plus dur à comprendre, en fait, à cause des subtilités, taux de rédemption négatif, la multiplicité des tokens dans lesquels peuvent être payés tes incentives, des trucs comme ça, par rapport à un truc, Ouais, j'ai envie de dire, de macaque, exactement. tu vois, t'as un collatéral productif, ok, ouf, tu le fous sur Et ouais, les Abracadabra, tu mines règles du aussi mille, et bam. sont Tu vois, parfois un c'est... peu compliquées, comme par exemple avec Uniswap V3. Alors attends, on a un problème de micro là ou bien? Non, non, je t'entends. Ah, c'est moi qui suis mute, pardon. Bon, je sais pas depuis combien de temps. Mais, ouais, ouais, c'est vrai. Oui, les calculs sur une IP3, ça peut être plus compliqué. Ouais, donc là tu dois LP sur une range spécifique et c'est pas toujours simple. J'espère qu'on aura des règles plus simples dans le futur et que aussi on pourra abandonner le mint, la condition de mint qui est la contrainte de mint qui est assez ennuyante, je comprends pour certains. Ah, peut-être que c'est plus. Dans mon expérience en DeFi, tu vois, forcer les choses, ça marche pas. Par contre, mettre des incitations, ça peut marcher. Mais peut-être que c'est plus dans l'autre sens, c'est-à-dire, hé les gars, double reward à Félix si vous avez minté. Et tu vas te retrouver que 95% des bacas qui mintent quand tu leur dis ça. C'est vrai. C'est... Parfois, la DeFi, c'est ça. Mais bon, on verra bien. Bon, en tout cas, Guillaume, merci pour cette discussion. C'était vraiment, vraiment intéressant de creuser réflexeur avec toi. Et, Bah, pardon, ouais. non, non, je voulais dire merci à toi pour l'invitation, hein, c'était sympa, c'était une discussion intéressante. J'espère que tout le monde a appris quelque chose là et ouais, vous êtes la bienvenue dans la communauté Réflexeur. Joignez notre Discord Mhm. et ouais, droppez un message dans le channel français si vous voulez parler français avec moi. Et voilà. Ouais. N'hésitez pas du coup à aller voir le Discord, franchement c'est sympa, c'est bien pour poursuivre la suite. Ah, merci à vous, on se retrouve du coup mardi prochain pour prochain live DeFi. Et n'hésitez pas à aller voir dans le chat, vous retrouverez tous les liens qui ont été mentionnés dans ce live. Le replay, il est dispo tout de suite sur Twitch, il est dispo dans quelques jours sur YouTube. Et je crois que c'est tout. Et oui, ah si quand même, au cas où, les amis, n'oubliez pas. N'oubliez pas DeFi France, bien sûr. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas encore rejoint, je ne sais pas dans quelle caverne vous vivez, mais au cas où, je vous donne une porte de sortie, et la voici dans le chat. Voilà, merci à vous et bonne soirée. Au revoir.